Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le Pompon, le podcast qui s'intéresse au parcours atypique et inspirant des entrepreneurs de Bordeaux et de sa région. Je suis Théo Robache, formateur à la prise de parole en public et entrepreneur soucieux du bonheur des autres, désireux d'aller à la rencontre de profils épatants pour vous partager leurs histoires. Chefs d'entreprise, artistes sportifs, mes invités créent, suivent leurs rêves et vivent la vie qu'ils ont choisie. Je m'intéresse à leur parcours, leurs échecs, leurs réussites, pour vous transmettre cette envie d'entreprendre et de mener une vie qui vous inspire, dans laquelle vous allez vous éclater. Avant de commencer, je souhaite vous parler de l'agence Pertinence. C'est la Dream Team dont vous avez besoin pour développer votre marque, appuyer votre visibilité sur le digital ou encore déléguer votre marketing. Leur talent, c'est d'amener votre entreprise là où elle doit être et elles le font avec brio. Notre point commun, c'est d'accompagner le développement des entrepreneurs et de le faire avec une énergie débordante. Alors allez toquer chez Pertinence de ma part et vous serez reçu par une équipe pleine de peps qui vous conseillera en visant juste pour développer votre activité. Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Claire Mérouse, première femme française pilote de Rafale. C'était un rêve d'enfant, celui de défier les éléments et d'aller à toute vitesse dans les airs. Claire coche toutes les cases d'année en année pour devenir la première femme à piloter le Rafale, fleuron français de l'armée de l'air et de l'espace. Alors j'ai voulu comprendre comment on arrive à ce niveau d'excellence, de précision et de détermination. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle écoute. Bonjour Claire. Bonjour Théo. Et merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi. Je suis ravi de te recevoir. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Eh bien, je suis la commandante Claire, je suis pilote de Rafale au sein de l'armée de l'air et de l'espace. Ouais, très bien, parfait. Je suis très content de te recevoir pour le coup parce que c'est des profils que je n'avais jamais reçus avant pour le coup, donc c'est vraiment top, je suis ravi. Qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petite ? Pilote de chasse. Ouais. Justement, ça te vient d'où ? Alors, je crois qu'il y a un peu une histoire familiale aussi. Oui, mais, voilà. Mon père était tu me navigateur sur avion de chasse, sur Ouais. RH4. Donc, le navigateur, c'est celui qui est en place arrière. Ok. Et du coup, j'ai quand même baigné là-dedans un peu toute mon enfance. Ouais. Alors, l'anecdote familiale dit, parce que je ne me rappelle pas, qu'on est allé au musée de l'air et de l'espace et qu'au pied du Concorde, alors à l'époque, le Concorde était un avion de chasse pour moi. Oui. J'ai dit, je veux faire pilote de chasse. Ok. Voilà. Et c'est resté. Yes. Voilà. Et donc, m'a pas jeune, quitté. toute petite, c'est quel âge ? 5 ans, 5-6 ans, Ah je ouais. crois, oui. Ok. Oui, petite. Ok. Ouais. Donc, non, je ne me rappelle pas. Est-ce que tu t'es toujours raccroché à ça, justement ? Est-ce que pour toi, ça a toujours été une évidence ? Oui, ça a toujours été une évidence et je pense que ça m'a vraiment aidé aussi dans le parcours scolaire parce que c'est quand même beaucoup plus facile de savoir ce qu'on veut faire. Enfin, c'est toujours au début de chaque classe, alors qu'est-ce que vous voulez faire plus tard et mes pauvres collègues, même mes sœurs qui disaient moi je ne sais pas trop. En fait, je trouve ça difficile. Et moi, savoir ce que je voulais faire, c'était un vrai avantage parce que je savais la lignée que je voulais prendre. Ouais, ok. Et donc c'était vraiment ce qu'avait fait ton père, c'est ça qui t'avait inspiré pour le coup, et suivre à peu près ça, ou tu t'es dit je vais aller dans ce milieu-là et on verra ce que ça donne ? Non, effectivement, c'est son exemple et puis ça m'a toujours intéressé, voilà, cette aviation de chasse, à la fois les valeurs et puis, bon, alors les valeurs pas à 5 ans, hein, mais au fur et à mesure de voir ce que c'était, ça m'a correspondu tout du long de la progression de grandir tout simplement et donc je suis restée là-dessus. Ok. Voilà. Et pour le coup, t'étais hyper sportive étant petite ? Oui. Parce que, Pourquoi au passé ? Ah ouais, pardon. Non, mais à l'époque, vu qu'on parlait quand tu étais enfant, parce que maintenant, j'imagine que voilà, la condition pour être pilote, et on en reparlera, la condition physique est juste hyper importante, avec toute la préparation mentale, mais on reviendra là-dessus juste après. Mais parce que j'ai vu que tu avais fait les championnats de France d'athlétisme en cadet, et que tu voulais faire les JO. Jeune. Oui, non, mais c'était très. Mais ouais, j'ai vu ça, j'ai fouillé un peu, et j'ai vu que tu parlais des JO de quelle ville, je sais plus. Je sais plus. Paris, Lille, un truc comme ça. Ouais. Tu parlais de JO et déjà tu avais déjà le caractère conquérant. Alors, c'est le terme qui me vient en tête, mais donc est-ce que tu qu'est-ce qui t'a amené à faire ça ? Et parce que pour faire des championnats de France, il faut quand même avoir un bon niveau et avoir envie d'y aller. Déjà dans le dépassement, pour le coup ? Je crois que assez vite, je suis allée vers l'athlétisme. Au tout début, j'ai fait de la gymnastique. Mais moi, la grâce et la souplesse, c'est pas vraiment ce qui me caractérise.
Je suis allée vers l'athlétisme assez petite, CM1, CM2, quelque chose comme ça, et ça m'a correspondu, voilà, un peu l'esprit de compétition. Yes. Alors ça aurait peut-être été bien que je fasse un sport collectif pour justement un petit peu plus modeler le caractère. Voilà, je suis allée dans l'athlétisme qui me correspondait très bien, dans le dépassement de soi, dans un défouloir aussi, et puis l'esprit de compétition, voilà, les compétitions. Et bah, du coup, je suis allée aussi loin que je pouvais dans ces compétitions-là, et j'ai eu la chance de pouvoir aller au championnat de France. Je suis pas allée plus loin. Ouais, Voilà. mais quand même, j'avais vu c'est un heptathlon où tu étais classée dans les 20 meilleures françaises. Oui, j'ai été bien classée en heptathlon avant de me blesser. C'est ce qui arrive, c'est les joies du sport. Et puis le jour où je me suis blessée et que ça a failli impacter mon aptitude, voilà, j'ai failli me blesser assez gravement pour impacter une aptitude militaire. J'ai dit, bon là, il va falloir choisir. Enfin, mon père m'a dit, il va falloir choisir. Et du coup, j'ai quand même un petit peu calmé, ce qui correspondait en même temps avec la phase classe préparatoire aux grandes écoles, qui est assez dense et où j'ai dû un petit peu lâcher le sport au profit des études. Ok, ça marche. Et justement, tu parles de classe préparatoire. Déjà, toi, dès le lycée, pour le coup, et un peu avant, donc tu étais toujours sur ce chemin en disant je veux être pilote de chasse. Toujours. Toujours, ça m'est resté. Donc, je savais que c'était filière scientifique, même si on peut arriver à pilote de chasse via des filières littéraires. Moi, ce que je visais, c'était vraiment la filière scientifique avec la filière officier de carrière. Alors, ça te parle sûrement pas trop. Absolument pas, non. Voilà. Il y a deux grandes filières, en fait, pour intégrer le monde personnel navigant, donc qui contient à la fois les pilotes et les navigateurs dans l'armée de l'air et de l'espace. Pour intégrer le personnel navigant, il y a soit officier de carrière, qui en gros est une carrière complète de 25-30 ans dans toute l'armée de l'air, où donc on rentre par les classes préparatoires aux grandes écoles pour devenir ingénieur et ensuite faire une carrière assez longue jusqu'à en état-major et à des grades assez élevés, ou une voie qui est au niveau bac, on recrute au niveau bac, donc bac, quel que soit le bac, et c'est plus une voie où ils font juste pilote ou navigateur, juste personnel navigant, et à la fin de cette carrière qui dure plutôt 15-20 ans, alors ça peut varier suivant, il y a des passerelles, au bout de ces 15-20 ans, il y a une reconversion dans le milieu civil. Donc voilà, il y a officier sous contrat et officier de carrière. Donc moi, je suis rentrée via officier de carrière. Pourquoi j'ai choisi cette voie mon père était là-dedans et ça a toujours été ça. Donc pour rentrer là, à l'époque, c'était juste classe préparatoire aux grandes écoles scientifiques. Donc j'ai suivi cette voie et donc ça me paraissait évident. Et j'étais quand même beaucoup plus à l'aise en sciences qu'en français. Il faut bien l'avouer. Donc ça correspondait bien à mon caractère et puis à tout. Tout est bien collé. Ok, d'accord. Et pour le coup, c'est intéressant de savoir qu'est-ce qui t'intéressait dans le fait d'être pilote de chasse. Oui, au final, en fait, j'ai pas besoin de développer plus la question. À chaque fois, je cherche 40 trucs à mettre derrière. À la fois l'attrait de la troisième dimension, voilà, c'est vraiment les volets dans ces machines qui sont quand même exceptionnelles. Voilà, sur les meetings, à chaque fois, on voit les yeux des enfants qui pétillent devant ces machines. C'est juste des rêves d'enfants, voilà, la vitesse, la puissance, la liberté. Il y a eu ça. Et après, dans un second temps, plus l'engagement dans l'armée en elle-même, voilà, qui est aussi quelque chose qui m'a intéressée, parce que c'est bien joli de voler, mais oui, c'est ce qu'on fait, mais c'est pas le but de notre métier. Enfin, il y a quand même un objectif au bout de ça. Ça reste armée de l'air, quoi. Voilà, armée de l'air et de l'espace. Ouais, et de l'espace, pardon. Faire remonter les bretelles, sinon. Non, on essaye de s'y faire, nous aussi. Ça fait même pas un an, donc. Ça a c'est frais, c'est depuis septembre dernier, donc voilà, ça a changé, c'est pour ça, c'est normal. Voilà, il y a quand même autre chose derrière ça, mais effectivement, juste le rêve d'enfant. Je sais même pas si c'est descriptible et compréhensible. Enfin voilà, c'est juste le rêve d'enfant de voler, de monter dans ces machines et puis d'avoir cette liberté. Voilà, cette sensation de voler dans un avion de chasse. Yes, tu me raconteras tout à l'heure la première fois où pour le coup tu as été déjà dans un avion de chasse, après seul au volant, ça se dit, en avion. Au manche. Au manche, ouais. Au manche, mais on comprend bien, on voit bien. Je me disais, j'ai jamais envie, il n'y a pas du tout de volant en fait. Au contrôle, non, il n'y a pas de volant dans un avion de chasse. Non, mais ce que je trouve génial justement, c'est d'avoir ce rêve d'enfant et de le réaliser. Oui, en fait. c'est une chance incroyable. Voilà, ce qu'on disait tout à l'heure, une chance d'avoir une trajectoire déjà, de savoir ce que je voulais faire dans la vie, et puis la chance de ne pas avoir de problèmes médicaux, parce qu'il y a quand même... c'est pas trop ce à quoi on pense, mais je crois que c'est un des plus gros obstacles à l'entrée, en fait. Les yeux, les oreilles, le dos, le cœur, les poumons, le cerveau. Il ne faut pas être épileptique, la vision. Ils regardent tellement de choses, c'est incroyable. Et donc les aptitudes physiques et puis ensuite les capacités qui ne sont pas des capacités intellectuelles, qui sont juste des caractéristiques qu'on a ou qu'on n'a pas.
Et malheureusement, c'est un peu de la chance. Parce qu'il y en a qui échouent, et pas parce qu'ils travaillent moins que les autres. C'est juste que ils n'ont pas les qualités requises, et ça fait mal au cœur de les voir échouer, certains. Ouais, j'imagine. Après le bac, justement, tu passes le concours, c'est ça? Il y a un concours? Alors, je suis rentrée en classe prépa. Ouais. Moi, j'ai fait une classe prépa civile. Il y a des classes prépa militaires qui orientent un peu plus vers les écoles militaires. Mais vu que j'étais vraiment orientée armée de l'air, à l'époque qui était armée de l'air, j'ai pas voulu rentrer dans une classe prépa militaire. Voilà, j'étais bien à Bordeaux. Moi, je suis de Bordeaux. J'étais bien à Bordeaux, et donc je suis restée dans mon cocon familial et dans mon sport, dans mon univers, pour intégrer ensuite, pour passer le concours de l'école de l'air. Et ensuite intégrer l'armée de l'air. Ok. Et alors, combien de temps? Il y a quand même pas beaucoup d'années entre le moment où tu rentres et après tu sors pour être pilote de Rafale. Il y a combien de temps? Rentrer à l'école de l'air. Alors, il y a les 3 ans d'école d'ingénieur. Ouais. Voilà, parce qu'on a un diplôme d'ingénieur en tant qu'officier de carrière. Ok. Et à partir de là, alors déjà la 3e année est assez orientée. Alors, toute l'école d'ingénieur est orientée aéronautique. Ouais. On est déjà dans le milieu militaire. On est dans une école militaire, donc on fait à la fois des sciences, aussi tout ce qui est économie, un petit peu géopolitique, forcément, parce que c'est hyper important en tant que militaire, du commandement, enfin un peu de tout ça dans cette école d'ingénieur. Et à la fin, on commence à proprement parler, à la fin de ces 3 ans, à vraiment rentrer dans le cursus de formation de pilote. Ouais. Voilà. Donc c'est effectivement long. Mais bon, c'est la voie des officiers de carrière, et ceux qui veulent faire plus court, ils rentrent officiers sous contrat, et tout de suite après le bac, ils mettent tout de suite les pieds dedans. Il y a un petit peu de formation militaire au début, bien entendu, et ensuite très vite ils sont dans les avions, et ça commence. Yes. Et toi, quel est le premier avion sur lequel tu as volé? Alors j'ai dû voler en avion de ligne. Ouais, oui. Non, alors au sein de l'armée, on fait du planeur au tout début. Ouais. Voilà, donc pas à proprement parler un avion. Ouais. On fait du planeur parce que c'est quand même le sens de l'air. Voilà, sans moteur, c'est moins facile. Donc on fait du planeur. Ensuite, on commence vraiment sur des avions d'aéroclub. À l'époque, c'était les TB10. Maintenant, ça a changé. Ils volent sur d'autres petits avions. Du TB10. Ensuite, on vole sur un avion un petit peu plus gros qui est un Grop 120. Ça va pas forcément parler. Qui est toujours un monomoteur, qui est utilisé pour faire du vol aux instruments. Et ensuite, on passe sur des avions donc toujours avion à hélice. Moi, j'ai fait de l'Epsilon, qui est quasiment retiré du service, ou retiré du service là, qui est toujours un avion à piston. Quand on le voit de l'extérieur, ça fait un peu avion de la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Et ensuite, sur Alpha Jet, l'avion de la patrouille de France. Voilà, donc là, c'est le premier avion de chasse. Voilà, et effectivement, des souvenirs assez incroyables, parce que c'est la première fois, on est sur un siège éjectable, on est vraiment sur un avion. Voilà. Avant, c'est super de voler, mais on n'est pas sur un avion de chasse. Là, on est sur un réacteur avec le siège éjectable, avec tout le stress qui arrive avec. C'est ça, Donc, quelques temps de formation sur Alpha Jet, et puis ensuite, j'ai été affecté sur Rafale. Et là, c'est une autre dimension encore. C'est encore une autre dimension. Ouais, Mais alors, je reviens parce que j'attends un petit peu avant le Rafale. Pardon, j'ai brûlé les étapes. Mais est-ce que tu te souviens sur l'Alpha Jet, justement, la première fois, les sensations que tu as, déjà... Moi, il y a tout cet aspect mental aussi que j'ai envie de comprendre, j'allais dire décortiquer, mais déjà comprendre, sur tout ce que tu mets en place avant d'arriver à ça, parce que sachant que, alors je sais plus si on l'a dit, mais tu es la première femme pilote de Rafale, pour le coup. Tu as été major de ta promo, quand même. Donc voilà, il y a quand même beaucoup de travail. Tu parlais de chance, mais il y a aussi énormément de travail, bien sûr. Bien sûr. Et de préparation. Et bien sûr, tu as toute la partie physique, mais en fait, c'est la partie mentale. Physique et mental. Je pense que les deux vont ensemble. On est quand même en moyenne, il y en a qui ne sont pas hyper sportifs, mais en moyenne, on est tous sportifs compétiteurs, avec cet état d'esprit d'en vouloir, de mordre le coussin. C'est une expression voilà, très militaire, de s'accrocher, de continuer d'aller au bout. Et ça, moi, je trouve ça très commun avec le monde du sport, de s'accrocher, d'aller au bout, de ne pas lâcher. Quoi. Oui, c'est ça. Donc c'est effectivement très commun. Il n'y a aucun moment où tu t'es dit je peux plus, quoi. Parce qu'en fait, on imagine... un certain nombre de fois. beaucoup de fois, je crois. Bah ouais. Comme me disait, en fait, quand on arrive dans une nouvelle école, donc au début on est à Salon-de-Provence, ensuite Cognac, ensuite j'ai fait Tours, Cazaux, enfin c'était un petit peu éparpillé partout. Là c'est recentralisé sur Cognac maintenant la formation. Dans chaque école on a un parrain ou une marraine qui nous aide, qui nous accompagne un petit peu plus individuellement.
Et ça continue même ensuite en unité. On a toujours un parrain, un référent. Mais ça existe. C'est assez répandu dans l'armée, chez les mécaniciens, chez les contrôleurs. Il y a toujours un petit peu cette notion de parrainage. Ouais. Et ma marraine, j'avais une marraine à Tours. Ok. D'ailleurs, on était un peu plus de 2 femmes. On était 3. Voilà. J'avais une marraine et qui m'a dit si tu ne doutes pas, c'est que tu as un problème. On doute tous. Tu douteras forcément dans ta formation. Ceux qui ne doutent pas vont échouer. Parce que c'est tellement difficile, c'est tellement dense, c'est tellement long. Il y a forcément des jours où on s'est mal réveillé, on a mal dormi, on est avec quelqu'un qu'on sent pas, le feeling passe pas, la mission, c'est pas celle dans laquelle on est le plus à l'aise, il fait pas beau, bref, voilà. Et on n'est pas bien, quoi. Voilà. Comme il y a des leçons de conduite quand on apprend à conduire, là, c'est pas possible. Et ben c'est pareil. Et donc il y a des jours où on descend, on dit mais en fait je vais jamais y arriver. Je suis pas fait pour ça. Là le monite il m'a dit que c'était vraiment pas terrible. Bon bah autant lâcher, quoi. Et puis en fait on est donc quasiment tout du long en promotion, on parle les uns les autres, on se soutient, on débriefe. L'autre dit bah ouais mais moi aussi j'ai fait cette erreur là. Ah ouais moi aussi je me suis fait pourrir. Bon voilà. Et en fait cette cohésion et puis on se soutient tous et puis on passe la nuit là-dessus et puis on se dit allez je tiens un jour de plus et puis un jour de plus et puis un jour de plus et puis à la fin bah on est sorti et c'est vraiment cette sensation que j'ai avec le recul. De me dire un jour de plus, une étape à la fois. Puis en fait sans regarder trop loin en se disant mais non je vais jamais aller au bout. Mais bon, je m'accroche un jour de plus. Ok. C'est bien. Je fais les passerelles avec l'entrepreneuriat pour le coup, mais c'est au final, il y a beaucoup de ça là-dedans. Moi, ce que j'ai appris, c'est d'arrêter de projeter à trop longtemps et de me dire, bon, bah, step by step. C'est ça. Et c'est exactement ça. ça. Se donner un objectif qui semble atteignable, en tout cas. Et pas se dire, quand on entre à l'école de l'air, alors, dans 10 ans, je vole sur Rafale, je pars en opération extérieure. Ça, c'est juste inimaginable. Mais tu gardais quand même ça dans un coin de ta tête. Oui, ça reste un rêve, mais comme tous les rêves qu'on peut avoir, entrepreneur comme n'importe qui d'autre. Voilà, je pense aux femmes qui ont envie de construire leur vie de famille et qui se disent bon, bah, alors je vais réussir à avoir X enfants et puis ma vie familiale, être une bonne mère, une bonne épouse, une bonne copine. Puis en fait, on se dit mais comment je vais caser tout ça et puis on fait petit à petit et puis j'espère y arriver. Ouais. Et donc pour revenir sur ton premier vol sur Alpha Jet, alors comment tu le vis, qu'est-ce qui se passe? Tu parles de stress, mais j'imagine il y a plein d'émotions qui te traversent à ce moment-là. Alors il y a 2 gros trucs. C'est le premier, c'est le premier vol sur Alpha Jet, effectivement, avec Harmonite. Et puis il y a le premier vol en solo. C'est vraiment deux gros trucs. Le premier vol sur Alpha Jet, en fait, alors un Alpha Jet par rapport à l'avion qu'il y avait avant, l'Epsilon, à l'intérieur c'est pas hyper différent. On s'y retrouve dans l'ensemble, voilà, et puis on apprend l'avion. C'est juste que tout va 2 fois plus vite. Donc en fait, au lieu de dire ok, je décolle, je lâche les freins, je mets plein gaz, on accélère la vitesse de rotation, je rentre le train d'atterrissage et tout ça. En fait, là, c'est 2 fois plus vite. Et donc il faut juste que le cerveau s'adapte à ce tempo-là, en fait. Et la première fois, c'est ah oui, j'ai décollé, ah mince, on a déjà la vitesse, ah le train, ah j'ai oublié le train, ah les volets, ah mon dieu, en se disant ah je suis en retard, oh c'est bon, j'ai décollé, j'ai réussi à décoller. Et puis en fait, tout est comme ça. Il faut juste que le cerveau s'adapte à ce rythme-là. Et puis au fur et à mesure, en fait, il s'adapte. Mais voilà, en fait, c'est juste. Au début, on apprend à faire pas tout ce que fait un pilote de Rafale en mission opérationnelle, bien sûr, mais on apprend les bases lentement. Et puis ensuite, on compresse, jusqu'à arriver au rythme du pilote de chasse en mission opérationnelle. En fait. Donc c'est progressif, en fait, ces petits steps-là. Mais c'est vrai que forcément, quand on change d'avion, c'est pas hyper progressif, quoi. L'avion, il va 2 fois plus vite, il décolle 2 fois plus vite, il faut y aller. Donc c'est vraiment cette sensation de... Mais on le sait, en plus. On sait que c'est le truc qu'on nous dit, tu vas voir, tu vas rentrer le train hyper vite, il faut tout faire vite. Mais on a tous cette sensation. Et quand on arrive, on se pose, on dit aux autres mais ça va hyper vite. Mais ouais, on le savait. Mais voilà. Donc ça, c'est vraiment cette sensation-là. Sur les premiers décollages, que ce soit en Alpha Jet ou en Rafale, j'ai vraiment ce même ressenti de ça va vite. Et le premier vol solo, c'est... C'était où ? Alors, à Tours pour le premier vol Alpha Jet, à Saint-Dizier pour le premier vol Rafale, c'est vraiment le stress de est-ce que je vais y arriver tout seul ? Et
et s'il se passe un truc. Mhm. Parce qu'en fait, c'est comme en voiture, la plupart du temps, si tout roule, ça va. Et puis, s'il y a un mec qui nous fait une queue de poisson, Ouais, voilà. ouais. C'est toujours réagir aux situations dégradées Mhm. qui sont plus compliquées. Et du coup, que ce soit en Alpha Jet ou en Rafale, c'est et s'il se passe un truc, est-ce que je vais réussir à gérer? Parce que c'est ça la difficulté, vraiment. Ouais. Voilà. Ouais, totalement. Et justement, comment tu te prépares à tout ça aussi? Parce que pour le coup, ça me fait penser, j'ai interviewé Julien Jedet, qui est pilote automobile et qui est coach de pilote. Je sais pas si tu connais ou pas. Non, j'ai vu ça, j'ai vu, je me suis renseignée. Et effectivement, en fait, c'est toute la préparation, parce que ça me fait penser à ça quand on va accélérer la vitesse, etc. Et il disait aussi, c'est de justement pas penser à l'échec, ne pas voir, en fait, il me parlait quand il y a un virage par exemple, ne pas voir là où il y a un mur, en fait, voir à la sortie, c'est de la préparation mentale. Et justement, comment toi tu te prépares à tout ça, quoi, ou comment vous êtes préparé à tout ça? Nous on a le simulateur, donc on fait beaucoup de missions au simulateur, et encore maintenant on a 3-4 missions obligatoires par an pour s'entraîner à toutes ces pannes, pour éviter de le faire en vol. Parce qu'au simulateur, on peut aller très très loin dans les situations dégradées et c'est bien. Alors quand on est jeune, on stresse un peu en se disant et si je fais quelque chose de pas bien, mais une fois qu'on a passé un petit peu ce stress, c'est super de se dire ok, s'il m'arrive ça en vol, qu'est-ce que je fais? Tester des choses qui sont pas forcément préconisées, et comme ça on se dit au moins je vais aller voir là si moi je suis capable de le faire, comment ça réagit, pourquoi c'est pas préconisé de le faire. Parce qu'on a toujours tendance à nous dire non, faut pas faire comme ça, mais on se dit toujours moi je vais y arriver. Et donc au simulateur beaucoup, et après il y a, alors ça, le simulateur ça va entraîner à certaines pannes, rappeler un petit peu le fonctionnement de certains systèmes, ça entraîne à certaines actions réflexes aussi, et il y a aussi après en vol répéter, mécaniser certaines choses. Avoir des réflexes, le bon réflexe quand on sent que l'avion décroche, avoir le bon réflexe. Ces choses-là qui sont du pilotage de base, mais qui payent. S'il y a des avions qui se crachent régulièrement parce qu'ils décrochent, qui est pourtant un phénomène basique dans l'aérodynamique, mais si on ne l'a pas vu et pas retravaillé, on ne l'identifie pas forcément. Donc, répéter les choses. Voilà, c'est pour ça que la formation est si longue, en fait, aussi, parce qu'il faut répéter, apprendre... Voilà, comme une langue, on ne peut pas l'apprendre en un clin d'œil. Je t'ai donné une traduction et puis maintenant tu connais le mot. Il faut pratiquer. Et aussi apprendre à l'œil, à reconnaître la vitesse relative d'un avion. Parce que quand c'est un avion qui juste grossit dans le ciel, si c'est un point fixe qui grossit, c'est pas forcément facile de voir la vitesse relative. Apprendre comment se déplacer par rapport à un autre avion. Toutes ces choses-là, en fait. Et il y a un adage qui dit il n'y a pas de bons pilotes, il n'y a que des vieux pilotes. Et c'est vrai. Et donc, cette formation, elle est longue, mais... on ne peut pas vraiment la compresser. Et il faut avoir vu des situations, il faut avoir volé, il faut avoir vécu des choses pour être capable de réagir à certaines situations dégradées. Ouais. Tu as fait combien d'heures de vol avant de faire une première mission sur Rafale? Alors ça, faudrait que je réfléchisse un tout petit peu. Je pense une centaine, entre 100 et 200. Je ne saurais pas quantifier précisément. Un an et demi de vol. Donc, alors au début, on fait beaucoup de simulateurs. Donc, normalement, on vole à peu près 180 heures de vol par an. Mais la première année, on fait énormément de simulateurs, forcément. Et du coup, j'ai peut-être pas volé tout à fait 180 heures sur la première année. Je dirais 200, à vue de nez 200. Maintenant que j'y réfléchis. Yes. Et ton premier vol, alors en Alpha Jet, pour le coup seul, ça fait quoi? Ça fait quel effet c'est pareil. Est-ce que t'es tétanisé? Est-ce que ouais, c'est ça. Pas trop, parce que alors, sinon... c'est à la fois génial parce qu'on se dit, c'est la première fois que je vole tout seul, sans moniteur, donc sans l'œil de Moscou qui me surveille, et du coup, un peu plus libéré, de pouvoir faire un peu ce qu'on veut, avoir une sensation de liberté, ok, si je me plante, c'est pas grave, qui libère quand même un peu. Mais aussi la grosse pression, quoi. Parce qu'on est surveillé, parce que et puis s'il se passe quoi que ce soit, on est tout seul, quoi. Il n'y a pas le mec derrière, il n'y a pas l'assurance vie. Donc un mélange de tout ça, et puis on est tous super fiers, et puis on est tous lâchés les uns après les autres, on a souvent nos petits rituels une fois qu'on est lâché. Quand tu dis lâché? Lâché sur un avion. En fait, quand on est lâché sur un avion, c'est qu'on vole tout seul sur l'avion. D'accord. Voilà, c'est le terme. Lâché sur un avion. Yes. C'est génial. C'est vraiment l'impression qu'on nous fait confiance aussi. Qu'on est grand d'un coup. J'ai l'impression d'être super grand. Non. Le vol d'après, on se rappelle qu'on n'est pas si grand. Et justement, je voulais comprendre aussi, quand t'es en vol, t'es toujours en lien avec une tour de contrôle, je sais pas comment on dit, t'as toujours quelqu'un dans les oreilles pour le coup? Comment ça se passe? Pas forcément toujours. Après on parlera des missions spécifiquement, parce que pour le coup on n'est pas encore arrivé à ça. Mais... tout ce qui se passe autour d'un aérodrome, d'une piste d'atterrissage, ça c'est géré par un contrôleur.
donc sur les aéroclubs, il peut y avoir des terrains sans contrôleur, mais nous, avions militaires, en tout cas avions de chasse, pour l'instant, on décolle jamais sans contrôleur. Donc on est effectivement roulage, décollage, on a quelqu'un. Ensuite, soit on fait du vol en haute altitude et on est toujours effectivement avec un contrôleur. Donc soit qui nous guide, soit qui nous donne des informations sur ce qui se passe devant, ces choses-là. Et quand on est en basse altitude, on est sur des fréquences qui s'appellent l'auto-information. Donc en fait, on est tous les avions qui sont en basse altitude sont sur la même fréquence. Ils disent, bah voilà, moi je suis au nord de Bordeaux et puis je vais vers Royan. Et voilà. Et en fait, on fait ça pour la déconfliction, pour éviter de se rentrer les uns dans les autres, voilà, parce que ce serait dommage. Et parce qu'on vole tous à la même altitude, on vole tous à 500 pieds sol, qui fait un peu plus de 100 mètres, 150 mètres. Et du coup, comme ça, on sait où sont les uns et les autres. Et là, il n'y a pas de contrôleur sur cette fréquence. Là, on est en vol à vue, comme la plupart des aéroclubs, en fait, où la règle, c'est voir et éviter. Donc, on regarde dehors, et puis si on voit un autre avion, on l'évite, c'est mieux. Voilà. Mais là, on n'est pas en fréquence avec un contrôleur, pas nécessairement. Ok, ça marche. Ouais. Et donc, une fois que tu valides le Alpha Jet, quelle est la next step jusqu'au Rafale, pour le coup ? Et ben voilà, le grand saut. Le saut. C'est le grand saut, c'est Alors, moi, j'ai fait 2 types d'Alpha Jet, parce qu'il y a eu une petite rénovation, parce que l'Alpha Jet, c'est quand même un avion qui n'est pas tout jeune. Ils ont un petit peu rénové l'intérieur avec un système qui est un petit peu plus moderne. Pour que le saut justement de l'Alpha Jet, qui était ancienne génération, qui était vraiment juste les instruments et puis juste les instruments de vol, jusqu'au Rafale où tout est en écran avec plein d'informations, le radar, tout ça, soit un petit peu moins grand. Donc le saut donc je passe par l'Alpha Jet nouvelle génération à Caso avant, mais c'est quand même un grand saut. Derrière, il y a un certain saut. Ouais. Et alors j'avais oublié, mais quand même sur alors il y a 2 choses qui me viennent en tête que j'avais vues, c'est que tes dernières qualifications sur Rafale, tu les as obtenues en Norvège. Si je ne m'abuse. Alors les dernières qualifications de pilote opérationnel. Pilote opérationnel. Et tu avais un nom de code, Sharon. Pourquoi ? Alors ça va pas. On peut faire du pas glamour. Oh merde, je me suis dit Sharon, ça fait un peu glamour, non? Oui, glamour, alors à la fin c'est glamour, mais voilà. Alors on a tous des surnoms par rapport à nos noms de famille. Voilà, un petit jeu de mots, un petit quelque chose. Voilà. Je vais pas en citer parce que ça va donner des noms et du coup j'ai pas très envie, mais donc on a tous. Voilà, ça fait un petit jeu de mots avec le nom. Donc moi avec Mérouz ils ont cherché, donc ça fait Mérouzton. Ok. Voilà. Stone, ça sonne pas très bien et puis je me suis un petit peu battue pour pas le garder. Stone. Sharon Stone. Ah ouais. Voilà, donc c'est un peu capillotracté. Oui, non, Sharon ça va, mais c'est juste que Mérouzton, c'est pas, on n'est pas dans la classe, quoi. Voilà. C'est pas dingue, effectivement. Et du coup, voilà, Sharon. Et c'est toujours mon nom de guerre. D'accord. Voilà, on a tous un nom de guerre, qui est notre call sign aussi, enfin l'indicatif quand on vole. Alors c'est pas l'indicatif que le contrôleur utilise, mais entre nous, voilà, on va s'appeler par nos surnoms. Ok, ça marche. Et il y avait aussi la cérémonie, c'est ton père qui t'a remis. Le macaronnage. Donc le macaron, c'est le brevet de pilote, donc qui est un rond avec 2 ailes dessus, donc une couronne de laurier avec 2 ailes. Et donc c'est vraiment hyper symbolique cette cérémonie. Alors même si quand on y est on se dit ça y est j'ai fini, en fait le chemin est encore très long, mais bon ça reste le brevet de pilote de chasse. Donc c'est quand même une cérémonie où on est tous hyper fiers. Et moi j'ai eu la chance de pouvoir me le faire remettre effectivement par mon père, parce que c'est toujours alors d'habitude c'est des pilotes de chasse qui remettent aux pilotes de chasse. Moi, je préférais que ce soit mon père, même s'il est navigateur, peu importe. Pour moi, ça avait beaucoup plus de valeur à mes yeux. J'ai demandé à ce que ce soit mon père qui puisse me le remettre. Bon, c'était dur, c'était quand même beaucoup d'émotions. Ouais, j'imagine. Mais ça fait un souvenir génial. Ouais. C'est génial. Carrément. Justement, j'avais envie de parler à un moment donné d'émotions dans l'armée. On peut. Je sais pas si on peut. Non, mais justement, si on va en parler maintenant, c'est pas grave, tant pis. Non, mais ce côté... Alors, parce que je l'ai dit, donc, était première femme pilote de Rafale, mais aussi la seule femme de ta promo. Oui, à la fin. Alors, au début, on était plusieurs. Il y en a qui sont partis dans le transport, il y en a qui ont eu des soucis médicaux, il y en a qui ont échoué. Et oui, à partir de Tours, j'étais la seule pilote. Ok. Parce que oui, alors j'ai quand même regardé un petit peu, parce que c'est à partir de 95 que l'armée a ouvert aux femmes la possibilité de devenir pilote de chasse. Mais juste, toi, ça a été une force, une faiblesse, ça n'a rien changé? Je pense un peu des trois, on peut dire. Facile. Hein. Non, c'est que dans un sens, on est tout de suite remarqué. Voilà. Ouais.
s'il y a un nom qu'ils apprennent, que les moniteurs apprennent dans la promo, forcément c'était le mien parce que forcément on est repéré tout de suite. Donc est-ce que le fait d'être tout de suite repéré, est-ce que c'est une force ou une faiblesse? Je sais pas. Est-ce que d'un côté justement ça te porte pas et au final ça oblige, je sais pas si c'est le terme, mais à faire encore mieux, à faire encore plus et ça à te surpasser ou pas? Alors j'ai eu un petit peu ce sentiment-là en école, de devoir prouver, et mon premier commandant d'unité quand je suis arrivée à Saint-Dizier m'a dit n'essaye pas d'en faire plus que les autres. Si déjà tu fais ce qu'on te demande, c'est déjà énorme et ce sera suffisant. Et j'ai trouvé ça super qu'ils me disent ça, parce que c'est vrai qu'il y a un peu ce poids, cette pression, surtout que là j'étais mutée sur Rafale, je savais que j'étais la première, je savais qu'il y avait les médias qui allaient arriver. Et c'est pas facile de porter quand même ce poids, cette pression, et malgré tout le regard de l'unité, et peut-être de l'armée de l'air aussi, enfin voilà, même si peut-être que tout le monde s'en fichait, moi je ressentais comme si j'avais un poids. Et du coup, oui, c'est pas simple. Et qui me disent ça, c'était maintenant fais ton métier, nous on veut que tu deviennes haut niveau pilote opérationnel, c'est ça qu'on te demande l'année prochaine, et on t'en demande pas plus, plus, pas moins, fais comme les autres. Donc moi, je me suis peut-être mis une pression supplémentaire. Ma formation, je l'ai trouvée difficile, mais je pense que si on demande à mes collègues masculins, ils vont avoir... Voilà, c'est difficile. C'est difficile pour tout le monde. Alors certains, c'est peut-être difficile parce que physiquement, c'est un peu plus difficile. D'autres, parce qu'ils n'ont pas trop le caractère qui est exactement dans ce qu'on attend. D'autres, parce qu'ils apprennent un peu plus doucement. D'autres, parce qu'ils sont malades en vol. Voilà, chacun a ses difficultés. Je pense que c'est difficile pour tout le monde. Plus dur, moins dur, je sais pas. Je saurais pas quantifier. Ça marche. Il y a combien de pilotes de Rafale en France aujourd'hui? Parce qu'au final, je vais que dire que tu es la première femme et qu'il n'y en a pas. Alors, on est deux femmes maintenant. Vous êtes 2 femmes maintenant? Waouh! On a doublé les effectifs, c'est pas mal. On est 2 femmes. Mais sur combien au final? Parce que je me rends pas compte. Les pilotes de Rafale, que je dise pas de bêtises, je dirais qu'on est entre 150 et 200. Ah oui, donc quand même, un tout petit pourcentage, quoi. Oui, ça reste un petit pourcentage. Oui, il faut... non, parce que je me rendais pas compte. Moi, on est sur 30, 40, enfin j'en sais rien, mais non, il y en a beaucoup plus. Quoi. Non, il y a une trentaine de pilotes par escadron à peu près. Des escadrons, il y en a 6. Voilà, plus certains qui sont en état-major, où il y en a qui sont partis en école. Donc ça dépend si on compte stricto sensu les pilotes qui sont en escadron opérationnel et qui volent sur Rafale, ou ceux qui sont formés sur Rafale. Ok, bon, ça marche. Mais en tout cas, ça reste très peu. Vous êtes. Oui, on est peu. Oui, on est peu. Ok. Et justement, juste tu disais dans le fait de devenir pilote, c'est à la fois l'armée qui t'identifie comme bon élément, j'ai envie de dire entre guillemets, pour continuer là-dessus et devenir pilote, ou est-ce que c'est un mélange de, je sais pas, si, c'est ça qui me vient en tête, je parie sur le bon cheval aussi, entre guillemets, ou est-ce que c'est aussi de toi, ça vient des deux, bien sûr. Il y a les deux. Alors, on n'est pas une population si importante qu'il parie sur un cheval. On va être une population relativement importante, ça dépend des années, ça dépend de la conjoncture économique, bien sûr, on dépend de ça. Yes. On est un certain nombre à rentrer à l'école de l'air, donc que ce soit officier sous contrat, officier de carrière. Ils ont remis en place les sélections en vol, donc on arrive, on a tout de suite quasiment des sélections en vol. Des tests psychomoteurs, un entretien avec un psy, des tests psychotechniques, un petit peu tout ça. On voit aussi comment les jeunes se comportent dans des activités plus militaires, un petit peu de tout. Et à la fin de ça, on fait un bilan et on dit celui-là, il a toutes les chances d'échouer, celui-là, il a toutes les chances de réussir, celui-là, a priori, il est dans la norme. Et dès ce moment-là, il y en a qui sont orientés vers navigateurs, parce qu'ils ont moins... déjà, quand on retire le pilotage, ça fait tout de suite quelque chose de moins à faire. Donc, le pilote et le navigateur travaillent ensemble dans les avions biplaces, il y a des avions monoplaces. Et du coup, certains sont orientés navigateurs dès le début, ou ont des bonnes capacités de décision, mais vont pas avoir le pilotage, vont pas être manuels. Donc, il y en a qui sont orientés là-dessus. Il y en a qui sont, où on leur dit, ça va pas être pour vous. On va trouver une autre spécialité à faire dans l'armée de l'air et de l'espace. Il y a ça, et ensuite, une fois qu'on est dans le cursus, à chaque école, déjà on peut échouer à peu près tout du long. Il y a un gros step à Cognac où on nous dit vous allez continuer en chasse, vous allez continuer en transport. À ce moment-là, les desiderata des élèves sont respectés la plupart du temps. S'il y en a un qui veut aller dans le transport et qui est très bien classé, il va aller dans le transport. En tout cas, moi, quand j'y suis passée, c'était comme ça. Et en revanche, ils prennent le classement global et les meilleurs vont aller en chasse. Et s'il y en a qui ne sont pas bien classés, qui voulaient aller en chasse, tant pis. Donc, il y a un peu des deux. Mais
Ça dépend des années. Il y a des années, c'est moitié-moitié. Ça va être 60-40, ça va être 70-30 en fonction des besoins chasse et transport. Ouais. Voilà. Et après, une fois que dans la filière chasse, on continue. Et s'il n'y a pas d'échec, à la fin de CASO, là, c'est l'amphi. C'est comme un amphi de toute promotion. J'ai eu en école de commerce. Voilà, c'est ça. C'est le premier choisi, le deuxième choisi, le troisième choisi, et ainsi de suite. Ouais. Voilà. Donc, c'est essentiellement basé sur les résultats. Il n'y a pas vraiment de je mise. Voilà, c'est des tests au début et ensuite tout au long, la progression continue. Voilà. Et puis ensuite, à la fin, le classement où le premier choisit et puis le dernier choisit moins. Voilà, parce qu'il y a autant de places que de gens. Il n'y a pas 800 places et 10 personnes, donc chacun choisit ce qu'il veut. Non, c'est une place par personne. Ok, ça marche. Et alors, parlons un peu plus du rafale pour le coup. Alors, j'ai plein de questions qui me viennent en tête. À la fois, alors je vais toutes te les poser comme ça, je vais pas les perdre. À la fois, quelles sont d'après toi, quelles sont les qualités pour être pilote de rafale? Non, si je vais y aller step by step, sinon même moi je vais me perdre. Donc d'après toi, qu'est-ce qui fait, quelles sont les qualités d'un pilote de rafale? Parce que, je m'intéresse. Alors, je pense pas qu'il y ait des qualités spécifiques au pilote de rafale, au pilote de chasse en général. Je pense qu'il faut quand même une bonne orientation dans l'espace. Il faut être capable de... C'est pas savoir où est le haut et où est le bas, mais c'est dans l'ensemble savoir interagir dans l'espace de façon cohérente. Après, c'est vraiment de la rapidité d'analyse, réussir à avoir beaucoup de choses à faire à la fois et à les séquencer. On ne fait pas tout en même temps, que ce soit en rafale ou dans n'importe quoi dans la vie, on ne fait pas tout en même temps. Réussir à séquencer et à faire de plus en plus vite toutes ces petites tâches, en fait, à gérer plusieurs choses à la fois, à penser que il faut penser au carburant, il faut penser à notre équipier, il faut penser à l'avion qui nous contrôle, il faut penser à la mission au sol, il y a plein de petites choses à penser et en fait, rien laisser passer, voilà, penser à tout et avoir toujours une case de disponible pour ce qui va se passer après et en cas de panne et voilà. C'est vraiment cette agilité d'esprit. Ouais. Mais tu l'obtiens comment cette agilité d'esprit justement? C'est comme tu dis, alors il y a de l'entraînement bien sûr, mais il y a l'entraînement et puis il y en a, ils ont beau s'entraîner. Par exemple, je prends l'exemple des missions RR, donc c'est quand on est dans une zone et on combat contre des ennemis simulés. En tout cas en France, il y a pas de, même dans le monde actuellement, il n'y a pas d'endroit où des avions combattent. Alors ça arrive en ce moment du côté de l'Est, il y a des moments où les avions combattent un peu les uns avec les autres, mais voilà, on simule dans une zone qu'on fait face à des ennemis dans d'autres avions. Et là, en fait, le contrôleur nous dit combien il y a d'avions en face, dans quelle position ils sont, à quel endroit, par rapport à un point de repère. Et en fait, tout ça, c'est une petite musique qu'on entend. Et en fait, il faut réussir à se représenter ce que le contrôleur nous dit. Et ça, il faut s'y entraîner, il faut entraîner l'oreille. Mais en fait, on a beau écouter, à un moment, on arrive à un point de saturation et on n'arrive plus à analyser le nombre d'informations qui rentrent. Donc, c'est aussi, je pense, des capacités intrinsèques. Oui, ça s'entretient, on arrive à s'entraîner et ça s'entretient après. Mais il y en a qui n'y arrivent pas et qui butent là-dessus. Et ça, moi, je n'ai pas fait d'études là-dessus pour savoir s'il y a un moyen pour passer au-delà. Mais voilà, il y en a qui n'y arrivent pas. Et ça, je pense qu'il y a aussi des capacités intrinsèques. Voilà. Oui, comme tu disais après, comme les capacités physiques et tout. Voilà. Donc ça, c'est ces capacités-là, voilà, l'agilité d'esprit, ça s'entretient, ça se travaille, mais il y a des moments où on y arrive. Voilà. On reste humain. Voilà. Des humains bien développés, très développés, mais humains quand même. Voilà, c'est ça. Non, je pense que c'est ça les principales caractéristiques. Après, on se remet aussi beaucoup en question parce qu'on a un panel de missions qui est très important. Alors, notamment sur le Rafale, ça c'est la caractéristique du Rafale, c'est qu'on fait quasiment toutes les missions. L'avion, il est multi-rôle. Et c'est quoi les missions justement? Alors, donc l'ARR, ce dont on vient de parler. Après, en mission air-sol, donc là, nous, on est dans notre avion et on va faire soit de l'attaque au sol, donc on va nous désigner un objectif plus ou moins lointain, avec tel type d'armement. Donc, il y a différents armements, il y a des missiles, il y a des bombes guidées laser, des bombes guidées GPS, des bombes guidées infrarouges, le canon, voilà. Donc ça, éventuellement, c'est des objectifs préparés en avance. Il peut aussi y avoir de l'appui-feu. Donc ça, c'est ce qu'on fait énormément sur les théâtres d'opération actuellement. On a des forces alliées qui sont au sol. Et nous, on vient au-dessus pour les aider. S'ils ont un convoi à faire, par exemple, nous, on va aller regarder devant ce qui se passe.
Et s'ils rencontrent un ennemi, on va être capable d'appuyer avec nos armes leur position. Donc, soit attaquer, soit faire peur. On n'est pas obligé tout de suite de tirer des bombes. D'ailleurs, c'est pas ce qu'on fait. Il y a quand même une escalade. Donc, on va passer vite ce qu'on appelle un show of force. Donc, on va passer très vite au-dessus des ennemis pour leur faire peur et pour dire attention, dernier avertissement. Et voilà, et ça c'est de l'appui-feu, c'est ce qu'on appelle l'appui-feu. On a des missions de reconnaissance avec les nacelles de reconnaissance, donc des gros appareils photo qu'on met sous l'avion, et puis on va faire des photos sur le théâtre pour aller voir où sont les ennemis, est-ce qu'il y a des caches d'armes, est-ce qu'il y a des camps, donc aller faire de la reconnaissance. On a, avec tout ce qui est mission d'attaque au sol, on a les pods de désignation laser, donc pareil, qui sont des petites caméras et qui nous permettent à la fois de regarder ce qu'il y a au sol en temps réel, parce que le pod de reconnaissance nous permet d'enregistrer des images qui sont exploitées au sol, mais on peut difficilement les exploiter en vol, alors que là, c'est vraiment, on peut voir en temps réel ce qui se passe, donc en appui-feu, on l'utilise beaucoup, et ça nous permet de guider les bombes laser aussi. Après, voilà, il y a plein de déclinaisons en fait de toutes ces missions. Je parle pas de la mission nucléaire que je connais pas, parce que c'est sur Rafale biplace et moi je n'en ai pas fait, mais qui est une mission aussi pour les pilotes et navigateurs de Rafale biplace qui ont en plus et qui est quand même une grosse mission un petit peu importante. Voilà, donc il y a tout ce panel de missions et dans la mission derrière il y a énormément de choses. Il y a la protection du territoire aussi. On n'en parle pas énormément. On a en permanence 8 avions de chasse qui sont prêts à décoller en France pour intercepter un avion qui a besoin d'aide, un avion qui répond plus à la radio, un avion détourné, un avion, toutes ces choses-là. Donc, toutes ces missions-là, à s'entraîner. Quand même. Ouais, il y en a pas mal. Je dois en oublier. J'espère que je n'oublie pas. Et justement, alors, vous êtes préparé, parce que c'est vrai que moi, pour le coup, en préparant l'interview, j'ai juste pensé avion, pilotage, préparation mentale, physique, alors, ce qui fait plein de choses, mais ça reste une arme de guerre. C'est l'armée de l'air et de l'espace, on est préparé pour faire la guerre. Comment, toi, tu t'es préparé à ça? Comment vous êtes préparé à ça? Je sais plus si tu peux nous en parler ou pas. Enfin voilà. Oui, mais parce qu'au final, ça reste une arme et donc ton métier, in fine ou pas, je sais pas, c'est quand même au cas où d'aller tuer l'ennemi, quoi. Alors, notre métier in fine, c'est en tout cas de pouvoir appuyer les décisions politiques. Oui. Donc, au travers de toute la chaîne de commandement et donc de réussir à faire l'objectif de nos chefs militaires, donc, qui est décliné de l'objectif politique. Bon, effectivement, à la fin, c'est d'aller... c'est pas nécessairement d'aller tirer des bombes. Ça peut faire peur. Ça peut être de tout. Du show-off, comme tu disais, mais... Exactement. Et comment on est préparé? Alors, effectivement, ce à quoi on se prépare, c'est pas d'aller survoler... d'aller survoler un territoire ennemi, ça, on s'y prépare, parce qu'on se dit, si je m'éjecte, qu'est-ce qui se passe? Mais ça, c'est pas... c'est une autre préparation. Alors ça, c'est une première préparation, de se dire... si j'arrive au sol, qu'est-ce qui se passe? Il faut que j'arrive à survivre. Il faut, si je me fais prendre par l'ennemi, qu'est-ce qui se passe aussi? Voilà, des choses qui peuvent aller loin malgré tout, parce que quand on voit ce qui se passe, ce qui s'est passé en Irak pour un pilote jordanien, il y a des moments où on peut se poser la question de est-ce qu'on met pas fin à nos jours tout seul avant que les fous d'en bas fassent quelque chose de pire. Ces questions-là, on se les pose forcément. Comment on est préparé? Je pense qu'on en parle beaucoup entre nous. J'ai pas trop parlé de l'escadron en lui-même. L'escadron, c'est vraiment un peu une petite famille avec... alors, quelquefois, je dis la meute de loups, avec les maîtres, les chefs, les anciens, et qui finalement aident, guident les jeunes. Et il y a vraiment, je pense, l'image de la meute de loups, elle est assez vraie. C'est dur de rentrer dedans, mais une fois qu'on est dedans, c'est un soutien qui est quasiment indéfectible. Et c'est en discutant avec les autres, avec un café, autour d'un café, de dire comment tu t'y prépares. Est-ce que, ou le jeune qui pose la question, si j'arrive au sol, qu'est-ce qui se passe? Pilote de monoplace, pilote de biplace, parce que quand on est en équipage au sol, c'est différent de quand on est tout seul. Toutes ces choses-là, je pense qu'on en parle pas mal, effectivement, ensemble, au sein de la petite famille qu'est l'escadron, entre nous, entre pilotes. Moi, j'ai connu un escadron de monoplace, donc on n'était que pilotes. Et après, la deuxième partie qui est engager nos armes, que ce soit contre un avion ou contre un objectif au sol, ça, alors, c'est pareil. Je pense qu'on en parle entre nous. Alors, il faut déjà, nous, se dire, en fait, c'est bien gentil, je suis en vol, la liberté, c'est génial, l'avion de chasse. Mais en fait, c'est pas que ça, mon métier. Mon métier, c'est éventuellement d'aller au bout.
Et ça, je pense qu'il faut en prendre conscience. Une fois qu'on en a pris conscience, voir comment on se sent par rapport à ça. Parce que c'est bien joli de se dire que j'ai réussi. Mais si au pied de l'avion, avec les bombes, on se dit, bah, en fait, non, je suis pas prête à faire ça. Donc, il faut juste se poser la question avant, se dire, est-ce que j'en suis capable, pas capable voilà, est-ce que ça correspond à mes valeurs ou pas. C'est pas le moment au pied de l'avion de se poser la question, mais au moins... Non, mais il faut y penser avant, pour le coup, pour être préparé. Et oui, y penser. Et si besoin, encore une fois, l'escadron est là. Et c'est le genre de choses... Alors, on parlait des émotions tout à l'heure. On n'est pas... on n'est pas que des robots. Et l'escadron est le bon endroit, la bonne dimension, parce qu'on est assez proche des gens pour pouvoir parler de ça et exprimer nos doutes et dire ouais, ben là, il se passe ça. Est-ce que j'ai raison? Est-ce que j'ai pas raison? Est-ce que je doute pas? Voilà, exprimer comment on ressent les choses. Je pense que ça, c'est... Moi, j'ai ressenti l'escadron comme un univers, un endroit sûr pour exprimer ces doutes-là. Okay. Voilà. Vous êtes combien dans un escadron? Alors, ça dépend beaucoup. Monoplace, biplace. Okay, un escadron de monoplace, il va y avoir entre 20 et 30 pilotes. Ok, ça marche. Et après, il y a les officiers renseignement, tout le monde du renseignement, donc officiers, sous-officiers, renseignement. Les marqueurs, qui sont les agents d'opération qui vont gérer les vols, les secrétaires, il va y avoir un peu de tout, une soixantaine à peu près dans un escadron. Okay. C'est variable, et les escadrons de biplace, faut rajouter tous les navigateurs, donc 30 de plus, 20 de plus, donc ça peut monter une petite centaine à peu près. Les mécaniciens sont dans des unités qui sont séparées maintenant. Ça marche. Voilà. Donc, donc je ne les compte plus dans les unités. Bien sûr qu'ils comptent, et heureusement qu'ils sont là, sinon on ne décollerait pas souvent. Mais ils ne sont pas dans l'unité à proprement parler. Ok, ça marche. Et tu te souviens de ton premier vol de Rafale, j'imagine? Assez bien. Est-ce que tu peux nous raconter? Alors, moi, mon parrain à Saint-Didier était quelqu'un qui a fait une grosse expérience sur Rafale et avec qui je me sentais hyper en sécurité. Voilà. Je savais qu'il pouvait se passer n'importe quoi et qu'il me mettait hyper en confiance. Donc, j'ai vraiment un super souvenir de ce premier vol en Rafale où ça m'a permis de découvrir... la puissance de l'avion, quand même, parce que certes, le Alpha Jet est un biréacteur, mais c'est pas le même biréacteur. La post-combustion, donc, qui est une poussée supplémentaire qu'on a à l'arrière du réacteur où on réinjecte du carburant quand on voit les flammes là, à l'arrière des avions, c'est ça la post-combustion. L'Alpha Jet n'en a pas, et c'est un vrai gain de poussée. Okay. Donc ça, c'est impressionnant, voilà. Et puis découvrir la manœuvrabilité de cet avion, c'est juste... On le pilote sans même y penser. Enfin, on va à droite. Et puis, la sensation que c'est l'humain qui est limitant, en fait, dans cet avion. Il est tellement puissant en fait, on peut se faire mal quand même dedans. Bon, peut-être parce que je suis une femme, mais non, on peut se faire mal. Non, c'est vraiment un avion hyper puissant. Et l'avantage de ce premier vol, c'est qu'on n'est pas allé dans le système d'armes et justement aller étudier toute cette complexité. C'était vraiment juste la capacité de l'avion pure. Et c'est un bel avion. Et donc c'était où à Saint-Dizier. À Saint-Dizier, okay, il faisait froid, c'était en février. Et tu ressens quoi? Parce qu'il y a on n'a pas trop parlé de préparation physique, mais j'imagine que tu as un choc physique quand je veux dire quand tu accélères, mais quand tu décolles, rien que ça. Alors, à l'accélération, on se sent plaqué dans le siège, un peu comme dans une montagne russe. Voilà, à l'accélération, quand il nous lance, là, on se sent plaqué dans le siège derrière. Oui, il y a un petit peu ça, mais le plus impressionnant, alors ça c'est impressionnant le décollage, ça c'est sûr que c'est impressionnant, le plus impressionnant, et en tout cas le plus dur physiquement, c'est vraiment le facteur de charge, parce que l'Alpha Jet, on arrive à monter à 6, 7, 8 G, mais le fait qu'il ait peu de puissance fait qu'on monte un coup, et puis ensuite on n'a plus d'énergie, et donc on redescend assez vite en facteur de charge. Le Rafale, si on le met dans les basses couches de l'atmosphère, là où il y a beaucoup d'air encore, et qu'on lui met la post-combustion et qu'on tire fort dessus, en fait, il reste un facteur de charge important pendant longtemps. Et oui, forcément, le facteur de charge fait que la tête, elle pèse X fois son poids, donc jusqu'à 9 fois son poids sous 9G. Les bras, c'est pareil. Donc, soulever son bras à 9G, il fait 9 fois son poids. Et mine de rien, un bras, ça pèse lourd. Alors, à 9 fois son bras, c'est très lourd. Et c'est sûr que mal au bras, des courbatures, le cou, le dos. C'est sûr, ça fait des courbatures. Mais même sur Alpha Jet, j'avais déjà eu cette sensation-là après les vols de combat, de dire tiens, j'ai fait une bonne séance de sport hier. Ah non, j'ai fait juste du combat. Oui, après ça s'entretient, et puis c'est aussi de l'entretien juste de notre corps, parce que
Après 50 ans, il faut continuer. Et c'est dur si on s'entretient pas. Ouais. Parce qu'un pilote de Rafale ou de pilote de chasse, pour le coup, c'est de quel âge à quel âge? Donc, enfin, sortie d'études, mais jusqu'à quel âge? Du coup, on commence à voler sur avion de chasse entre 23 ans pour les officiers sous contrat qui rentrent très jeunes. Ils peuvent rentrer à 18 ans, donc même à 20, 21 ans, ils peuvent être sur avion de chasse très jeunes. Et après, ça peut aller. Alors, on en a qui volent encore assez vieux sur avion de chasse. On en a jusqu'à 50 ans qui volent. Voire même, je crois, un tout petit peu plus. Ouais. Mais après, ceux qui volent à 50 ans nous disent bon, moi, je fais plus souple quand même. Ouais. Donc, ils vont pas les mettre. En fait, l'avion est limité en fonction de la configuration qu'il a sous les ailes. Donc, on peut rajouter des bidons, des bombes, des missiles, des choses comme ça. Ouais. Plus il y a de choses sous l'avion et moins l'avion est puissant par rapport à sa masse, forcément. Bien sûr. Et donc, moins ils vont demander à voler sur des configurations légères où on prend beaucoup de facteurs de charge, où on fait beaucoup de combats. Mais classiquement, jusqu'à 45 ans, il n'y a aucun souci. Mais bon, on le ressent. Je n'ai pas 45 ans, mais on le ressent. J'imagine qu'on ressent bien tout ça. Et donc ouais, le premier vol, je reviens un peu dessus, mais comment ça se passe? Quelle sensation tu ressens? Et même, tu parlais de... Et j'ai envie de savoir aussi... Même si on le sait un petit peu, mais pourquoi le Rafale fait autant rêver? Parce que c'est vraiment... alors déjà, c'est une fierté française, je pense. C'est un fleuron de l'armée française, l'armée de l'air et de l'espace française, très clairement. De l'armée et puis de l'industrie. Bon, même si je défends plus le côté armée, mais voilà, c'est une réussite française à tous les niveaux. Les industriels, on a réussi quand même au niveau qu'est la France. Faut rester réaliste. On a réussi à faire un avion qui concurrence pas les avions américains, mais qu'on n'est pas si loin. Donc c'est incroyable. Alors qu'ils mettent un petit peu plus de moyens, je crois. Un tout petit peu. Léger. Qu'est-ce qui fait que le Rafale est le Rafale? Je pense qu'on l'a beaucoup attendu. Il a fait rêver effectivement des générations de jeunes Français, de jeunes militaires. Voilà. Il est, à mon sens, je peux pas dire autrement, c'est un avion qui est quand même hyper bien réussi. Enfin, on rentre dedans, on est confortable, alors c'est important quand même, parce que quand on fait 9h, 10h dans un avion, c'est important. Il est confortable, les boutons tombent sous les doigts, c'est épuré, c'est propre, c'est bien réfléchi. Alors ça, c'est plus effectivement le côté après pilote et opérateur de ce système, plus que le commun des Français vont pas appréhender ça. Mais oui, tout est... Alors, il y a des petits défauts, forcément. Il a été quand même réfléchi dans les années 80, cet avion. Donc, on ne peut pas dire qu'il est au top de toutes les technologies. Ça prend du temps, après, de modifier tout. À l'intérieur, rien qu'un écran, ça met beaucoup de temps de le modifier. Et on a des écrans qui datent de quand l'avion a été développé, créé. Donc, mais c'est incroyable de se dire, ça a été réfléchi dans les années 80. Voilà. Il est bien pensé, bien réfléchi, il est beau, faut le dire. Je sais pas ce qui fait autant rêver. Après, si on parle de M22, forcément, il fait tout autant rêver. Je pense que n'importe quel pilote rêverait de voler effectivement sur F22 aussi. C'est la pointe de la technologie. Toutes ces machines. J'avais entendu en préparant l'interview, tu avais fait un vol aussi à côté d'un pilote américain. Est-ce que tu peux nous raconter ça aussi? Ouais, j'étais aux Émirats Arabes Unis. Donc, on a une base qui est là-bas et il y a une base américaine juste à côté. Et là, il y avait des F-22 qui étaient là-bas. Et on a eu la chance. Alors, c'est assez rare finalement parce qu'ils sont assez protecteurs quand même de leurs avions. Et là, donc, il y avait 2 F-22 et 2 Rafales. Et on se retrouve en zone. Donc, mon leader se retrouve avec l'équipier des F-22 et moi, je me retrouve avec le leader des F-22. Et on fait du combat rapproché. Alors déjà, voir cet avion qui évolue de façon incroyable, c'est hallucinant. Même pour moi qui évolue dans ce milieu, la façon dont il évolue, les manœuvres qu'il peut faire, ça défie les lois de la gravité, quoi. Bon, ça marche forcément, c'est pas magicien, mais c'est juste incroyable ce qu'il fait cet avion. Surtout que nous, on n'est pas habitués avec nos avions français à avoir des manœuvres comme ça. La beauté de cet avion, les manœuvres qu'il fait, et puis cet avion, moi je l'ai toujours trouvé superbe. Et du coup, à la fin de ces manœuvres, c'est lui qui me ramène à la base, en fait. Donc, il me prend dans son aile. Parce que c'était lui qui était leader, moi j'étais pilote opérationnel, j'étais peut-être même pas. Et je me rapproche de lui et je vois cet avion pas au bout de mon bras, bien sûr, mais à 10 mètres. Et juste voir cet avion magnifique à 10 mètres de moi, je suis même pas sûr qu'au sol, il nous laisse nous rapprocher aussi près de ça. Voilà, on n'a pas le droit de toucher un F-22. Alors peut-être qu'on s'en rapprocherait d'aussi près,
Voilà, et puis toute jeune, avoir cette expérience, Hmm. pas au bout du monde, mais aux Émirats Arabes Unis, Non, puis improbable. En plein vol, en plein air. Enfin, Génial, c'est dans le juste ciel. génial. Ouais, un vol de pur plaisir, quoi. Ouais. C'est ton meilleur souvenir, ça, pour le coup, en vol ou... Ouais, je crois que c'est vraiment un excellent souvenir, celui-là. Ouais. Alors, il y a différentes sortes de souvenirs parce que les vols où où on se qualifie chef de patrouille, donc on a différentes qualifications. Mhm. On rentre en escadron, on est d'abord pilote à instruction, ensuite on est pilote opérationnel, sous-chef de patrouille, on peut emmener un équipier, ou chef de patrouille, on emmène 4 avions ou plus. Ouais. C'est sûr que les entraînements à 4 avions, donc les entraînements pour devenir chef de patrouille, on est sur la piste avec tous nos avions alignés, ou quand on arrive, on revient avec tous nos avions autour de nous et on regarde, on dit bah ouais, c'est moi qui gère ces avions. C'est un autre style de fierté. Mais là, ouais, ce vol avec le F-22, c'était vraiment juste profiter. Voilà, juste comme une gamine, quoi. Ouais. Juste, voilà, avec les étoiles dans les yeux, dire c'est génial ce que je vis. Voilà. Mais pas cet aspect fierté, juste l'aspect le gamin. Ouais, le kiff, c'était ça. Et ouais, ça, c'est vraiment un super souvenir. Ok, c'est génial. T'as déjà décollé du Charles de Gaulle ou pas? Non. Non. Ok. Non. Alors, Parce qu'en fait, j'étais en train de penser, tu parlais tout à l'heure, voilà. vous êtes propulsé au décollage, c'est ça? Ou est-ce que en fait, c'est vous y avec la allez tout seul? post-combustion. Ouais. Ouais, en fait, oui, c'est ça. non. En fait, il n'y a rien. C'est juste qu'on est sur la piste, on met les gaz avec la post-combustion et la poussée suffit à faire décoller l'avion. L'aéronaval, donc, qui est dans la marine, la marine nationale, on a des échanges entre l'armée de l'air et de l'espace et la marine nationale. Ok. Donc certains pilotes font l'échange. Moi, j'ai pas eu, je vais pas dire j'ai pas eu la chance parce que j'ai pas demandé. Je sais pas si j'aurais pu le faire, ça m'a jamais trop attiré. Ouais. Je sais pas. Il y en a plein que ça fait rêver dans l'armée de l'air. Ouais. Moi, ça m'a jamais plus attiré que ça. Voilà, je suis sûr que c'est difficile, que c'est génial, mais je sais pas. Ça m'a jamais plus attiré que ça. Je me demandais la précision pour atterrir là-dessus. C'est pas simple. Après, c'est un entraînement. C'est c'est beaucoup. Ils répètent énormément. D'abord sur piste, ensuite sur le Charles de Gaulle. Ils répètent énormément. Je pense que c'est comme. Alors pas tout à fait, et j'espère qu'ils m'écoutent pas parce que sinon ils vont me faire taper sur les doigts. Après, comme le ravitaillement en vol, c'est difficile, mais quand tout se passe bien, ça va. Et puis dès qu'il y a des turbulences, qu'il fait nuit, que le panier, ça se passe pas bien. Que l'avion est lourd. En fait, dans les conditions optimales, ça va être simple, entre guillemets. Je mets des guillemets parce que voilà. mais après, c'est toutes les conditions dégradées. Si on arrive en panne, et puis s'il y a une grosse mer, parce que j'avais cru comprendre que dès qu'il y a une grosse mer, ça a beau être un gros bateau, ça bouge quand même. Donc quand la piste bouge en hauteur, c'est pas simple, parce que nous, on vise un point. Donc c'est plus ça. Après le catapultage, j'ai jamais trop entendu de difficultés dessus, mais je veux pas me prononcer parce que il y a sûrement des choses. Si tu l'avais vécu aussi ou pas, mais effectivement, tu as des différences. C'est la marine nationale pour le coup, malgré le fait d'être un peu dans les airs parfois. Faut comprendre ça pour les gens. C'est un monde à part. L'aéronaval est vraiment un monde dans la marine nationale. Mais après, on a des échanges avec eux et ça se passe très bien. Mais juste, nous, on fait pas ça. Chacun sa spécialité. Exactement. J'avais vu aussi, alors bien évidemment, il n'y a aucun droit à l'erreur dans ce que tu fais. Ça dépend de quelle erreur on parle. Ok. Non, mais quand tu es dans une machine comme ça, à cette vitesse-là, il y a peu de place pour l'erreur, non? Il y a peu de place pour l'erreur, bien sûr. Après, quand on est en patrouille serrée avec notre avion, donc patrouille serrée, c'est qu'on est vraiment proche. Alors, on n'est pas aussi proche que la patrouille de France, mais on reste proche. Un peu comme dans les défilés au 14 juillet. Voilà. C'est sûr que là, si on fait un coup de manche du mot. Voilà. Mais c'est comme au volant. Au volant, sur l'autoroute, j'aime pas éternuer non plus. Non, mais c'est sûr. C'est sûr, voilà, il y a des situations où oui, l'erreur n'est pas pardonnable. Ou en tout cas, ne pardonne pas. Il y en a, ça leur a pas pardonné. Mais après, il y a plein de fois, je dis pas qu'on se trompe tout le temps, mais il y a des petites erreurs qui vont pas forcément avoir d'incidence. Et puis, il y a plein de fois en entraînement où on fait des erreurs tactiques. Par exemple, on va se tromper, je vais grossir le trait. Il fallait partir à gauche, on est parti à droite. Et au débriefing, on va dire, parce qu'on débriefe toujours, on va dire, là, oui, mais regarde, il fallait partir à gauche, parce que là, à droite, il y avait les ennemis, voilà. Donc, il y a certaines erreurs qui pardonnent pas, bien entendu. En vol de nuit, si on confond la terre et le ciel, ça peut paraître bête comme ça, mais en fait, un ciel étoilé et puis un sol noir avec des petites lumières, ça se ressemble comme deux gouttes d'eau. Clairement. Et ça, se tromper entre le haut et le bas de nuit, oui, ça peut être ballot, voilà, ça pardonne. Oui, mais c'est pas drôle du tout. Voilà.
Donc ça pardonne pas. Ouais. Voilà. Et ça peut être dramatique. On a la chance sur Rafale d'avoir très très peu d'accidents mortels. Mhm. Mais après, on fait plein de petites erreurs. On va Mhm. se tromper sur de la tactique. Et en fait, on apprend sans arrêt. Il y a ça qui est génial aussi dans ce métier. Alors génial et aussi quelquefois à se dire j'aimerais bien être au bout de l'apprentissage. Mais on apprend tout le temps. Ouais. Et on entretient sans arrêt ses compétences et ses capacités parce que c'est un avion qui est tellement performant que c'est frustrant d'en être l'élément limitant en fait. Ouais. Enfin, moi j'ai cette frustration de me dire mais je ne serai entre guillemets jamais au niveau. Ouais. Je pourrais toujours faire mieux en fait. Ouais. Donc c'est bien mais c'est frustrant. Bah ouais, clairement. En préparant, j'ai vu que c'était un métier hyper prenant. Mais est-ce que Assez. mais justement, à quel point et jusqu'à quel point aussi, parce que ça peut être dangereux, entre guillemets, tout est relatif. Enfin, si, parce que si on fait trop quelque chose, au bout d'un moment, on peut péter un câble. Mais... Alors, c'est prenant, c'est sûr. C'est prenant parce que c'est passionnant. Ouais. C'est prenant parce qu'on a beaucoup de choses à apprendre, forcément, parce que contrairement à un pilote d'attaque juste au sol, lui qui connaît ses munitions, sa mission et tout ça, nous, on va avoir ça, plus autant de textes, de munitions, de choses à connaître en RR, en reconnaissance, voilà. Donc, c'est sûr qu'un jeune pilote opérationnel qui arrive sur Rafale, il voit la masse de documents, et là, je pense que ça fait toujours peur. Hein. On arrive, on se dit, mais je vais jamais apprendre tout ça. C'est juste incroyable. Et puis, oui, encore une fois, c'est frustrant de se dire, mais je n'ai pas le temps d'apprendre tout ce qu'il faut que j'apprenne. Surtout qu'on a l'aspect aéronautique et puis on a aussi l'aspect carrière où on continue à passer des concours internes pour progresser dans notre carrière. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. Mais est-ce que c'est spécifique à l'armée ? Est-ce qu'on n'en est pas tous là dans nos vies ? Ah non, mais oui, c'est pour ça que je faisais le rapprochement tout à l'heure. Moi, je vois mes sœurs, il faut caser les enfants, le métier, il faut caser les activités, parce que quand même, on reste un humain. On a le droit d'avoir un petit peu nos activités. L'armée, caser le conjoint, caser les amis, caser la famille, et on en est tous là, en fait. Ouais. Donc oui, bien sûr que c'est un métier passionnant et qu'il y a énormément de choses à apprendre. Mais oui, alors est-ce que c'est une maladie sociétale ? J'en sais rien, mais en tout cas, on en est tous là, à mon sens. Et est-ce qu'il y a des moments où quand tu t'entraînes, en même temps quand tu t'entraînes, j'imagine qu'il y a plein de choses à faire, mais est-ce que par moment tu regardes par la fenêtre et t'admires un peu le paysage ou que t'as pas trop le temps ? Alors depuis peu, oui. Ouais, okay. Depuis que je suis à Mont-de-Marsan, là, c'est vrai que, alors pas qu'il y a moins de choses à faire, hein, mais je suis plus en progression. Ouais. Voilà, donc je suis chef de patrouille, qui est la dernière qualification qu'on obtient au sein de l'armée de l'air. Après, il y a encore chef de mission qui s'obtient sur des exercices avec d'autres nations, voilà, des gros exercices où c'est être chef d'une mission complexe avec beaucoup d'avions. Voilà. Okay. C'est gérer tout ce qu'on appelle une Comao, donc un paquet d'avions qui vont. Donc certains vont protéger le paquet, d'autres vont aller faire de la reconnaissance, d'autres vont aller détruire les systèmes solaires, d'autres vont aller tirer les bombes. C'est gérer toute cette mission-là. Okay. Voilà. Alors que chef de patrouille, c'est gérer sa patrouille de 4, de 8, qui fait en gros la même mission. Ouais, ok. Et justement, chef de mission, c'est alors à la fois de l'entraînement, mais aussi du réel. Et quelle est la part, justement, je t'ai pas demandé, sur, je sais pas, 1 an, 5 ans, 10 ans, je sais pas, combien de temps tu passes à t'entraîner et combien de temps tu passes à aller dans les régions chaudes du monde, quoi. Ça va être très variable en fonction de la situation géopolitique. Ouais, oui. Moi, j'ai pas connu l'Afghanistan. Ouais. J'ai pas fait la Libye non plus parce que j'étais encore en entraînement. Ouais. Après, il y a eu une phase creuse avant que le Mali se déclenche. Donc, s'il y a rien, on est essentiellement en France à s'entraîner ou en mission, en exercice, à la permanence opérationnelle dont je parlais tout à l'heure, là, donc sur le territoire, à protéger le territoire, à s'entraîner à diverses choses. Et après, si les théâtres se multiplient, on va être de plus en plus sur le théâtre. Et ça dépend vraiment de la situation géopolitique. Ouais. Moi, j'ai connu une phase où on était très engagés quand j'étais à Saint-Dizier. On partait 2 mois, à peu près 1 fois par an, un peu moins d'1 fois par an. Donc, on partait beaucoup. Ouais. Là, ça part un petit peu moins en ce moment. C'est hyper variable. Ouais, et puis, voilà, on est soumis à la situation géopolitique. Oui, et, donc ça, c'est très, très variable. Ouais. C'est très, très, très variable. Et comment tu te prépares à ça ? Parce que si jamais demain la Russie nous déclare la guerre, enfin en fait c'est avoir aussi cet aspect alors imprévisible. Tu te prépares à ça ou juste dans la à pouvoir partir n'importe où ? N'importe où, n'importe quand. Enfin parce que bon comme tu dis ça,
il y a plein de facteurs qui rentrent en compte. Et même si parfois on peut prévoir, on peut imaginer, mais bon, Trump qui est arrivé quand il était président, on ne sait pas trop ce qu'il était capable de faire. Et ça peut arriver, et puis le Mali s'est déclenché assez rapidement. On a été préchauffé quelques jours avant, bien entendu, mais ça n'a pas mis 3 mois. Attention, vous allez y aller. Voilà, ça s'est déclenché assez vite. Et au début, ils pensaient qu'ils y allaient pour quelques semaines. Et puis finalement, on y est toujours. Alors, je pense que ça, c'est surtout les transporteurs. Les transporteurs, ils ont toujours leur petite valise, là, la valise courte période, la valise longue période. Et quand ils partent, ils ne savent jamais où ni combien de temps. Nous, les chasseurs, on n'est jamais déployés sur un théâtre qu'on ne connaît pas. Enfin, il faut qu'on soit sur une base qui est défendue. Il faut qu'il y ait toute la logistique derrière. Enfin, ce qu'on dit, pour faire voler des avions, il faut toute une armée. Et c'est ça, en fait. C'est que un Rafale ne va pas se déployer tout seul avec son mécano en soute. Alors qu'un avion de transport, il fait ça. L'avion de transport, il fait ça, il se déploie, il fait ses sauts de puce en autonomie. Donc, lui, il peut être déployé du jour au lendemain au bout du monde pour un temps plus ou moins long. Nous, il faut, alors pas pour le Rafale, mais pour le Mirage 2000, il va falloir de l'oxygène, il faut l'hydraulique, il faut l'huile, il faut le carburant. Il faut que le carburant il vienne d'un endroit sûr parce que on va pas commencer à polluer nos avions avec du carburant, on ne sait pas trop d'où il vient parce que s'il commence à tous tomber en l'air, ça va coûter cher. Il faut que la piste elle soit défendue, il faut qu'il y ait toute la logistique, donc toute la mécanique, un déploiement de mécanique pour faire voler 4 Rafales, c'est une centaine de personnes. Donc en fait, on va pas se déployer nous du jour au lendemain. Il faut quand même un petit peu déplacer tout le bus, tout le cargo jusqu'à un point de départ. Donc, est-ce qu'on s'y prépare ? On a des briefings renseignements, donc géopolitiques, où on sait que ça chauffe à certains endroits. C'est pas tellement nous, je crois que c'est plus la famille qu'il faut préparer en disant là, je vais peut-être partir, et je sais pas pour combien de temps. Moi, ça m'est pas trop arrivé. Je suis jamais partie au coup de sifflet, bref, comme ça. Mais ça fait partie du métier. Ça fait partie des contraintes militaires qui sont aussi sympas dans un sens. On sait que c'est pas métro boulot dodo tous les jours. Voilà. Il n'y a pas spécifiquement de préparation, je pense, là-dessus. Les pilotes de transport plus, oui. Et pilote de transport, exactement, c'est quoi là pour le coup Alors, la diff, parce que j'arrive pas bien à la définir. Alors, les pilotes de transport, ils vont piloter tous nos avions de transport. Donc, les plus connus, enfin celui dont on parle le plus, c'est la 400M, le MRTT, donc le nouvel avion ravitailleur. Donc, il y a le ravitailleur d'un côté qui ravitaille les avions en vol. Donc, voilà, donc il est quand même un truc important parce que sinon, on a quand même les pattes courtes d'un avion de chasse. Est-ce que c'est l'autonomie d'un avion de chasse et sans ravito Alors, ça peut être hyper variable en fonction de ce qu'on fait. Si on fait juste des ronds dans le ciel, on peut voler 2-3 heures. Mais bon, dès qu'on accélère, dès qu'on descend, dès qu'on fait, dès qu'on va aller larguer une munition, toutes ces choses-là, ça consomme. En gros, en mission opérationnelle, on va ravitailler toutes les heures et demie, 2 heures. Voilà. Donc, ça fait tout de suite beaucoup de carburant. Voilà. Clairement. Donc, sans tanker, on les appelle les tankers, on fait rien. Voilà. Clairement. Voilà. Et après, donc ça, c'est le ravitaillement en vol. Et il y a toute la partie transport. Donc, eux qui vont à la fois faire une partie tactique, donc aller larguer des parachutes, aller larguer des caisses d'équipement au-dessus d'un territoire et toute la logistique, donc transporter, tiens, il y a un Rafale qui a cassé à tel endroit, et il faut amener la pièce, donc hop, allez, c'est parti. La 400M, le Transal, l'Hercule, tous les avions qu'on a se déplacent, viennent se poser sur la base pour récupérer la pièce, l'amènent à un autre endroit, toute la logistique, on en fait beaucoup par la mer ou par la route, ou par le train, mais il y en a où quand il faut la pièce pour un avion, pour dépanner un avion, parce que c'est un avion qu'il faut absolument qu'il décolle le lendemain, avion de chasse ou autre, ou hélicoptère, et il faut amener la pièce rapidement. Donc voilà, on a nos avions de transport, et eux, il faut amener s'il y a à droite à gauche, et ça, ces missions, elles se déclenchent sans arrêt. Donc eux, oui, ils ont vraiment leur valise prête. C'est pas une blague pour le coup, elle est vraiment prête, quoi. Ah je crois qu'elle est vraiment prête. Et je t'ai pas demandé, mais la vitesse d'un Rafale, et en gros, est-ce que je sais pas, tu mets combien de temps là de Bordeaux pour aller à Paris ou Faut vraiment le dire. Alors pour faire Bordeaux-Paris, alors ça dépend de la configuration, ça dépend de beaucoup de choses. Le Rafale peut aller jusqu'à Mach 1,6, donc 1,6 fois la vitesse du son, donc qui dépend forcément de l'altitude. Voilà. Un Bordeaux-Paris, je pense qu'en 15 minutes, en supersonique, on y est 10-15 minutes. En supersonique, on va vraiment à une vitesse... on va faire du 30 km par minute.
Donc, Ok. j'ai pas calculé combien ça faisait de Bordeaux C'est à pas Paris. mal, ouais. Après, en basse altitude, on vole. Alors, en France, pour éviter les nuisances sonores, même Mhm. si certains qui nous écoutent vont nous dire Ouais. diminue quand même On pas les beaucoup entend les quand même de nuisances temps en sonores, temps on vous passer. entend. Hein. On vole à 450 nœuds, donc dans les 700-800 km/h. Ok. Voilà, donc c'est quand même Oui, quand rapide, même. effectivement. Oui, ça va vite. Ouais. Après, si on vole doucement, on tombe. Hein, donc, Oui, ça marche pas, c'est un fer à repasser. Hein. Donc oui, on vole vite. Oui. Ouais. Ok. J'avais vu en 2013, tu étais lauréate du trophée Femme en Or à Voriaz. Alors non, j'ai été nominée. Ah, t'as été nominée. Mais oui, Oh, je mince. sais pas pourquoi il y a ce. Oh, je suis sais. déçu. Bah, ouais. Mais faut leur dire. Hein. Bah Faut ouais, leur ça dire. va pas. Non mais bon, c'est Non, déjà j'ai été stylé d'avoir nominée. été Ouais. nominée, ouais. C'est cool. Bah, c'est vrai que c'était cette période justement, parce que 2012-2013, c'est quand je suis arrivée sur Rafale, Ouais. qui était un peu schizophrène. Ok. Parce que j'étais en unité toute jeune. Ouais. Donc le dernier arrivé, c'est forcément celui qu'on connaît le moins. Celui, On a plus de questions, on a plus de... c'est celui qui tous les matins passe à la question du jour, qui est debout devant tout le monde et qui raconte. On lui dit qu'est-ce que tu fais dans telle situation, explique-moi comment fonctionne le Rafale. Voilà. On vérifie les connaissances sans être malsain. Voilà, c'est juste entretenir et puis faire progresser en fait, que ce soit sur de la reconnaissance sur d'un avion, d'un système solaire, les connaissances sur le système, des connaissances tactiques, voilà. Et du coup on est quand même le dernier arrivé, celui qui est regardé, celui qui est formé, alors quelquefois un peu dans la douleur, mais qui est formé. Et d'un autre côté les médias, c'est exceptionnel, vous êtes la première femme pilote sur Rafale, vous êtes vraiment quelqu'un, oh là. Et moi je dis mais non, je suis pas, enfin moi je suis la dernière arrivée, je suis pas quelqu'un d'exceptionnel, c'est pas possible. Et voilà, un peu ce côté schizophrène. D'un côté, bien sûr, j'étais contente de cette reconnaissance qui est incroyable. Mais ouais, ce côté aussi en unité où c'était vraiment le jour et la nuit, quoi. Et c'était pas simple de faire cette transition-là. Ouais. Donc c'est cool, mais c'était dur. Bah ouais, clairement, j'imagine. Ouais, très schizophrène. Le côté schizophrène, c'est exactement ça. Oui, parce que dans les reportages, pour le coup, en préparant l'interview, il y a plein de reportages dans ces années-là. C'est ça. Pour le coup, c'était le côté nouveauté. Et c'était rigolo. Enfin, rigolo. La première femme pilote de chasse, c'était Caroline Aigle. Oui. Son nom de famille, je le trouvais Oui. rigolo. Enfin, voilà, oui. ça passe très bien. Elle en était prédestinée, complètement. Exactement. Totalement prédestinée, mais effectivement, la première pilote de Rafale, c'est toi. Et dans un reportage, il parlait de toi en disant femme à la volonté hors norme et à la trajectoire supersonique. Donc ça montre bien le côté schizophrène. Oui, c'est ça. Dans le côté où en fait c'est effectivement un gros événement et toute la pression que tu peux avoir autour de ça. Oui, alors que le lendemain, je peux très bien rater un vol et que l'instructeur, à juste titre, me dit mais là, c'est en dessous de tout ce que tu as fait. Ouais. Et oui, et c'était vrai. Ouais. Et du coup, basculer de l'un à l'autre, voilà, un peu Dr Jekyll et Mr Hyde, devant les médias, faire ouais, on fait un métier exceptionnel et tout. Et puis de l'autre côté, le lendemain, faire non, mais là, j'ai été nul. Ouais, un peu dur. Un peu dur. Clairement. Et là, tu parlais d'escadron, mais tu... parce que en entrepreneuriat, moi je parle souvent du fait de se faire accompagner, choses comme ça, préparation mentale pour le coup. Est-ce que toi tu l'as fait? Est-ce que vous faites au sein de l'armée? Comment ça se passe? Ou faut prendre sur soi? Enfin, je sais pas du tout, je connais pas l'univers. Donc, alors on est formé depuis l'entrée à l'école de l'air au top, aux techniques d'optimisation du potentiel, un peu donc respiration, soit en relaxation, soit en dynamisation, en mentalisation, projection mentale de réussite. Ouais. Toutes ces choses-là, on est formé, on a un vernis. Ouais. Après, c'est pas obligatoire. La plupart du temps, c'est les moniteurs de sport qui sont formés. On a aussi certains instructeurs qui sont formés, mais c'est plus facile d'aller vers un moniteur de sport qui est en dehors du système de formation à proprement parler de l'escadron, plutôt que d'aller voir le monite qui la veille nous a mal noté et de lui dire j'aimerais bien faire de la relaxation. Voilà. On se tourne plutôt, alors pas tout le temps, mais vers les moniteurs de sport pour si on a des difficultés, voilà, ils sont là et la plupart sont formés pour faire de la projection mentale de réussite et toutes ces choses-là qui peuvent améliorer les capacités, de la relaxation qui peut diminuer le stress, de la dynamisation pour se mettre en condition avant un vol. Enfin, toutes ces choses-là, oui, c'est pris en compte, c'est disponible. Il y a beaucoup d'informations dessus, de plus en plus de gens qui sont formés, donc l'outil est disponible. Est-ce que tout le monde ose y aller? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est disponible. Et moi, j'ai vu plusieurs collègues, et moi j'en ai aussi fait,
si besoin, si on en ressent le besoin, par moment, tout le temps. Voilà. On a vraiment un suivi, les moniteurs de sport dans notre formation. Au-delà de la préparation physique, font aussi la préparation mentale et sont quelque chose de très important. Le présentateur alpha du Rafale, il a un moniteur de sport qui le suit et qui lui fait sa séance tous les jours, et à la fois effectivement en musculation, mais aussi en préparation mentale, mentalisation de ce qu'il va faire, qui demande une concentration énorme. Clairement. C'est pas la même mission, mais qui demande une concentration énorme sur 10 minutes. Enfin, il vole à quelques pieds du sol à une vitesse incroyable. C'est sûr que s'il se rate, soit physiquement, soit mentalement, ça va être dramatique. Voilà, donc on a vraiment les moniteurs de sport qui nous accompagnent là-dessus. Et préparation physique, justement, on n'en a pas parlé. Alors rapidement, toi, est-ce que tu t'entraînes tous les jours? Est-ce que Non. Alors j'aimerais faire plus de sport. Après c'est comme tout, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il faut réussir à rentrer toutes les petites cases dans nos agendas. Et puis on a tendance à le faire passer un petit peu en dernier parce qu'on se dit ça va aller. J'ai quand même le mail il est plus important. La préparation du vol c'est plus important. On est de plus en plus sensibilisés sur le fait que si on fait peu de sport, on a beaucoup de névralgie, lombalgie, cervicalgie, tout ce qui finit en J. Tout ce qui finit en J, mais qui touche le dos. Forcément, le casque est lourd, le dos, voilà, c'est beaucoup le dos qui prend, le dos, le cou. Donc, on est de plus en plus sensibilisé là-dessus et on sait que on investit aussi sur notre futur. Au-delà de la condition physique actuelle, le but, c'est de nous briser. Et puis, l'armée a aussi, et l'a tout à fait pris en compte, le devoir de nous garder en bonne santé et puis de nous laisser en bonne santé à la fin. C'est pas merci, vous êtes à la retraite, allez, maintenant, vous allez vous réparer. Non, du coup, c'est bien pris en compte. Après, c'est toujours pareil, c'est réussir à le mettre en place dans le rythme d'un escadron, où c'est difficile. Là, nous, on a remis en place à Mont-de-Marsan des séances de sport. Il y en a 5 dans la semaine, alors qu'ils ne sont pas exactement une par jour, mais qui sont répartis entre du réveil musculaire, un peu plus de cardio. Après, on ne va pas faire une grosse séance de cardio avant un vol, donc il y a aussi ça à prendre en compte, la fatigue. C'est un bon compromis à trouver entre le ludique, l'efficace. Voilà. C'est ça. Il faut quand même nous amuser. Quand même. Non, mais parce que j'imagine, il y a... alors, j'avais le terme encadrement militaire, mais c'est exactement ça. Mais quand même, le côté... tu peux pas, j'imagine, avant de faire un vol, te faire un gros McDo. Parce que peut, physiquement. Oui. Non, mais est-ce que justement, à quel point c'est... tu vois, c'est cadré, je me dis... Alors ça, tout ce qui est nourriture, c'est pas spécialement cadré, ça c'est plus de l'hygiène qu'on apprend au fur et à mesure, quelquefois dans la douleur, parce que c'est sûr que quand on est en promotion, en école, tous ensemble, et qu'il y a le jeudi soir et qu'il y a des vols le lendemain, et il y en a qui apprennent dans la douleur que les soirées la veille, c'est pas forcément bien. Alors l'alcool dans l'avion, ça c'est zéro, ça il n'y a aucune tolérance. J'imagine. Au-delà de l'alcool, tout ce qui est fatigue, ça, il n'y a pas d'histoire de... c'est pas quantifiable, mais on apprend qu'effectivement, dès qu'on est fatigué, dès que la semaine a été dure, que ce soit cause ludique ou cause parce qu'on a fait 5 vols dans la semaine, 3 simus, qu'on a appris plein de choses, ou qu'on a mal dormi, qu'on a des soucis familiaux, des soucis perso, des soucis... Voilà. Ça, on l'apprend au fur et à mesure. En fait, il n'y a pas vraiment de formation à cette hygiène de vie. Bien sûr qu'on a les profs de sport qui nous en parlent, les moniteurs qui nous en parlent, mais ça, c'est plus de l'expérience. On sait que... si on passe un samedi soir long, le lundi peut être difficile. Ça dépend de l'âge. À 20 ans, ça va. Tu vas en parler à 35 ça va, depuis un an, franchement, ça va. Non, mais voilà, on apprend aussi, et ça, c'est de plus en plus pris en compte, de mieux en mieux pris en compte, c'est que on a forcément des jeunes parents, beaucoup de jeunes papas, quelques jeunes mamans, et que quand le bébé est tout petit, il réveille X fois pendant la nuit, et que le matin, il arrive avec des cernes pas possible, à la fois, lui, a sa responsabilité d'aller dire au chef, là, aujourd'hui, il faut juste que j'aille dormir, là, je sers à rien. Et à la fois la responsabilité du chef de voir sa tête et de dire, non, mais là tu montes pas dans l'avion. Donc, on apprend cette hygiène de vie, et puis on a cette responsabilité aussi entre nous. Encore une fois, cet esprit de famille, cette fraternité, de dire... Là, je pense que tu n'es pas en état psychologique, physiologique, intellectuel d'aller dans l'avion, parce qu'on a tous, on a beau être des surhommes et des surfemmes. Non, mais on a beau bien sûr être préparé, il y a des fois où on reste humain. Ouais, carrément. Est-ce que tu as l'impression, ou ça te fait quoi, je ne sais pas comment poser la question, mais d'être un modèle aussi, aussi bien dans...
Enfin, je sais pas, je pense que dans ce que j'avais lu, mais effectivement, le fait d'avoir été la première femme à faire ça, enfin, je trouve que c'est quand même un exemple de montrer, moi je le dis souvent, que tout est possible. Est-ce que ça, tu le ressens? Est-ce que... Alors j'en avais peu conscience, justement, quand tu parlais de toutes ces premières interviews Ouais, des 2012-2013, femmes j'en en avais or, peu conscience. Et puis je pense que j'étais moins disponible intellectuellement Mhm. c'était voilà, c'était trop, Ouais, j'avais pas les cases pour gérer ça. ouais. Je sais pas, Maintenant que j'ai un charge petit peu mentale, plus les cases, effectivement. voilà. Ouais. Je me rends beaucoup plus compte de ça. J'ai pu interagir au cours de meetings ou au cours de rencontres avec surtout des jeunes filles, Mhm. que c'est pas anodin avec certaines choses que je pensais acquises, parce que moi j'ai grandi dans un univers où on m'a jamais dit quoi, tu veux faire pilote de chasse, mais tu n'y Ouais. arriveras jamais, t'es une femme. Ouais. Alors oui, il y a certains profs qui me l'ont dit, mais dans mon univers familial, on me l'a jamais dit. Ouais. Et pour moi, c'était quelque chose qui était acquis dans la société, qu'on n'allait jamais mettre de bâton dans les roues en 2000X, Mhm. de dire à une jeune femme, non mais tu vas jamais réussir à faire ça, c'est un métier d'homme. Et ben en fait si. Mhm. Alors je stigmatise personne, et du coup je me rends compte qu'en fait c'est important de porter cette parole, de dire que oui c'est possible, de dire qu'on n'est pas des surhommes, qu'on n'est pas des surfemmes, que c'est de l'investissement, que c'est du travail, mais comme tous les travails. Mhm. Et, et, et oui, ce rôle de modèle, alors en tant que femme, pas en tant que femme, peu importe, je me rends compte de l'importance que c'est, Mhm. de le dire, de l'avancer et de le soutenir, et ouais, juste d'en parler. Donc c'est vrai que là, je cherche pas à intervenir plus, mais je réponds plus favorablement aux sollicitations parce que je me rends compte que c'est hyper important. Et merci Bah, d'être là aujourd'hui. non, voilà, je Non, sais mais... que c'est important, Ouais. et je me rends compte que les jeunes ont de plus en plus besoin de ces échanges, de ce partage, de comprendre. Voilà, est-ce qu'on se posait moins de questions à l'époque, même si je suis encore chez les jeunes. Non, mais voilà, j'ai eu la chance d'encadrer à Salon de Provence. Là, il y a 3 ans, j'étais à Salon de Provence, j'encadrais les jeunes qui sont entrés à l'école de l'air 10 ans Yes. après moi. Ouais. Et oui, ils sont beaucoup plus dans le questionnement, dans l'échange. Et donc, j'essaye de me placer un peu plus dans ce cadre-là en tant qu'ambassadrice, avec des guillemets, de la condition des femmes dans l'armée de l'air. Malgré tout, malgré moi, je porte ce rôle. Ouais, mais ça te va. Oui, ça me va très bien. Donc, Non, mais je trouve ça parce important. que ça peut être un poids sur les épaules. Voilà, encore une fois, j'ai plus de cases, j'ai plus de Ouais. recul, et j'ai pris conscience de l'importance de transmettre ce message, voilà, d'échanger. Alors, soit individuellement, bon, je peux pas répondre à toutes les sollicitations individuelles, Ouais. malheureusement. Enfin, j'ai aussi un métier d'un Oui, autre côté, enfin famille, plusieurs métiers, un métier professionnel, un métier personnel. Enfin bon, on va toujours revenir sur les mêmes problèmes. Voilà, du temps pour moi et toutes ces choses-là, mais oui, je le fais très volontiers parce que c'est quelque chose que je trouve très important. Ouais, carrément. Qu'est-ce qui t'anime dans tout ce que tu fais? C'est dur ça comme question. Ouais, c'est dans les questions de fin, ça peut te Ah rassurer là là, ou pas. mince. Ouf, j'ai plus longtemps à tenir. Qu'est-ce qui m'anime? Je crois c'est progresser. Ouais, progresser tout le temps, progresser individuellement, personnellement, faire progresser le système, progresser dans l'avion, progresser avec mes enfants, c'est pas tous les jours facile. Non, voilà, c'est progresser en tant que personne, en tant que système, faire progresser le Rafale, faire progresser mon escadron, faire progresser mes enfants. Voilà. Je crois que c'est vraiment ça, s'améliorer et se dire qu'on peut toujours s'améliorer, toujours progresser, toujours travailler. Bon, je suis pas un bourreau de travail, mais voilà, je crois que c'est ça en fait vraiment qui me... Ouais, c'est vraiment ça qui m'anime. Ouais, ok. Et est-ce que tu aurais un ou plusieurs conseils à donner, alors aussi bien des personnes qui voudraient rentrer dans l'armée, pourquoi pas être pilote de Rafale demain, mais aussi à celles et ceux qui ont envie d'entreprendre, que ce soit un projet pro, d'entrepreneuriat, d'entrepreneur, ou autrement, enfin voilà, d'entreprendre, ou des conseils que tu aurais à donner, voilà. Je crois que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est vraiment pas regarder le bout, enfin garder l'objectif, bien sûr, garder la ligne, mais pas que physiquement. Non, mais garder un objectif, mais pas voir trop loin. Pas se dire je veux X followers, je veux X chiffre d'affaires, je veux tout de suite me voir dans un Rafale. Mais c'est voir la trajectoire et se dire que c'est possible. Enfin, d'autres l'ont fait. Et du coup, voilà, prendre pas après pas, avancer et pas douter. Enfin, douter dans un sens, il faut se remettre en question, mais pas douter en se disant j'en suis pas capable. Voilà, je pense que la confiance en soi, moi j'ai appris ça un peu dans la douleur au fur et à mesure de ma formation et puis de la vie. Je
pense qu'on on donne pas assez confiance en soi aux jeunes. Alors parce que moi, c'est par mon caractère ou quoi, mais voilà, aie confiance en toi. Enfin, regarde toutes les capacités que tu as, regarde, tu es arrivé jusque-là, donc pourquoi tu n'irais pas plus loin? Voilà, avoir confiance en soi, progresser et voir le positif, en fait. Pas se dire, ah oui, mais j'ai raté ça. Oui, mais regarde, tu as réussi tout ça. Et c'est pas très français. C'est dommage, c'est pas très français. Voilà, l'échec n'est pas encore hyper valorisé, mais ça change petit à petit, oui, ça voilà, évolue. ça change. Mais du coup, voilà, moi je suis un peu tombée dans le développement personnel par différents facteurs. Et je trouve ça génial, en fait. Alors c'est à la fois déculpabilisant et responsabilisant, voilà. mais c'est ça, voilà, c'est prendre conscience de nos capacités et de nos responsabilités, mais voilà, et voir qu'on est capable de faire tellement si on s'investit. Et après, je crois le deuxième conseil, mais ça je sais pas si on peut vraiment l'entendre suivant l'âge qu'on a, c'est prendre conscience de tous les aspects de la vie. Moi, je sais qu'à 18 ans, je me dis, je vais être pilote de chasse, ouais, les enfants, je verrai ça plus tard. Mais en fait, non, ça m'est tombé dessus à 27 ans, là, je veux des enfants. Mais mince, ça rentre pas dans ma vie. Ça rentre pas dans mon profil de carrière. Et ouais, je pense réussir à se remettre en question, à se dire, bah ouais, mais là, ma vie, elle correspond pas à ce que je veux. Et du coup, maintenant, je veux faire de la place pour ça. Je veux faire de la place pour ça. Qu'est-ce que je change? Est-ce que je change mon métier? Est-ce que je change mes amis? Est-ce que je change ma vie, mon lieu de vie? Voilà. Et se remettre en question et faire progresser sa vie, en fait. Voilà. Ouais, ok. C'est bien. Pas cette tête, c'est bien. Non, je commence dans le développement personnel. C'est pas évident, mais ça, je pense que ça aide vraiment. Et c'est bien que ça se développe autant. C'est vraiment des outils qui sont super. On est bien d'accord. Et j'insiste sur le fait que l'échec à la fois est important et il est constructeur. Pas le meilleur terme. Ouais, c'est ça, merci. Aussi, mais ça construit aussi. Oui. Et qu'en même temps, se faire accompagner, c'est pas un gros mot. Non, c'est ça, c'est sûr que. Mais c'est en train de progresser, c'est ce que tu disais. On prend conscience que l'échec, c'est pas la fin du monde et que c'est qu'une étape supplémentaire et qu'on en ressort plus fort. Mais effectivement, se faire accompagner, je pense. Pas avoir honte de tendre la main, de demander de l'aide. Après, c'est pas simple. Et effectivement, l'armée n'est pas forcément un milieu très simple pour ça. Mais voilà, ça va changer. La société est en train de... Oui. Sans vouloir pas ce que j'allais dire, j'imagine, mais sans stigmatiser uniquement l'armée, il y a plein de milieux. Oui, il y a plein de milieux, c'est sûr. Hein, mais c'est en train de changer. Et je pense que chacun amène sa petite pierre en disant, mais en fait, là, c'est trop, j'arrête. Et être capable de dire ça sans se dire mais qu'est-ce que les autres vont penser de moi, j'ai plus de valeur. Non, en fait, voilà, là j'ai atteint mes limites, tu vas te reposer 2 semaines et puis tu reviens. Et être conscience de ses limites effectivement physiques ou mentales et puis dire voilà, là c'est trop, je reprendrai ça plus tard. Voilà. C'est prendre conscience de soi, en fait, d'être humain. C'est dur, hein. C'est pas évident. On n'est pas habitué à faire ça, donc je crois. Ça va venir. Oui, ça va venir. Non, mais ça, c'est clair. Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel tu aimerais qu'on revienne ou quelque chose qu'on n'a pas abordé? Tu t'es dit, ça pourrait être sympa d'en parler? Parce qu'on a abordé beaucoup de choses. On a abordé beaucoup de choses quand même. Ça fait quasiment 1h30 qu'on est ensemble. 1h30. Que le temps passe vite. Non, je crois qu'on a abordé beaucoup de sujets. On finit effectivement sur l'essentiel, sur croire en soi et puis croire en ses rêves et aller au plus loin qu'on peut et se dire que s'il y a un échec, on rebondira. Il y a tellement d'opportunités. Voilà. Non, je crois qu'on a abordé tous les points importants. Il y a un point qui me vient en tête quand même sur la fin, parce que je me suis demandé, est-ce que aussi tu as ce côté... c'est le terme amour de la patrie qui me vient en tête, parce qu'il y a ça aussi quand tu t'engages, j'imagine, où au final c'est dans du dépassement de soi, c'est dans tout ce qu'on a dit jusqu'à présent. Non, il y a aussi... Est-ce que tu vois défendre la France, c'est dit grand comme ça. Alors, moi je le vois pas vraiment comme défendre la France dans le sens où il faut sauver la France oui, dans un sens bien sûr, face au terrorisme, face à tout ça. C'est plus en fait défendre les valeurs de la France. Se dire que il y a tellement de gens qui ont souffert pour mettre ces valeurs-là en place et que je trouve belles. Enfin, ces valeurs, elles sont juste incroyables. On a la chance d'être dans un pays comme ça. On le dit pas assez et c'est sûr qu'il y a des choses négatives, bien sûr. Mais on le dit pas assez. On a la chance d'avoir un pays incroyable avec quasiment tout ce qu'on veut. Et défendre ces valeurs-là, voilà, défendre les gens qui... Enfin, se défendre contre les gens qui attaquent ces valeurs-là, oui. Je pense qu'il faut qu'on soit attaché à ces valeurs-là parce qu'on va quand même sur des théâtres où on peut y laisser notre vie.
Et si on peut pas être prêt à laisser notre vie pour quelque chose on croit pas. Enfin, juste aller en l'air, je pense que c'est pas suffisant. Donc on est quand même obligé d'adhérer à ces valeurs-là et de développer un amour de ces valeurs. Et alors, est-ce que c'est de la patrie, des valeurs de la France? Enfin, c'est sûr qu'avec toute l'Europe qui se développe, maintenant, c'est difficile de mettre des limites et des frontières et tout ça. Mais moi, c'est pour ça que je mets surtout sur les valeurs, en fait. C'est oui, avec le terrorisme, c'est nos valeurs qui sont attaquées. Et du coup, c'est ça, moi, que je me suis dit que je défendais à travers mon engagement dans l'armée. Ok. Merci beaucoup. Merci à toi. Et bravo. Merci. À très bientôt. À bientôt. Merci à tous pour votre écoute. Je suis impressionné par le parcours de Claire, son engagement pour atteindre l'excellence et la rigueur sans faille pour piloter un Rafale. C'était un nouvel épisode qui nous prouve à quel point tout est possible quand on veut y arriver et qu'on travaille beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Pompon. Et surtout, d'ici là, échangez avec un maximum de monde et prenez soin de vous.